Et si un jour, la Terre ne suffisait plus, si les océans montaient, si l'air s'épaississait, si notre monde, lentement, cessait d'être ce refuge que nous n'avons jamais eu à mériter? Cette question, l'humanité se la pose depuis qu'elle sait que les étoiles sont des soleils et que certains de ces soleils possèdent des planètes. Est-ce que nous pourrions, un jour, habiter ailleurs? Est-ce qu'il existe, quelque part, un autre monde capable de nous accueillir? Si ce genre de voyage à travers le cosmos vous accompagne dans vos nuits, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Cela soutient ce travail et cela vous garantit de retrouver régulièrement de nouvelles explorations à écouter les yeux fermés. Merci et bon voyage. La réponse courte, celle que la science donne aujourd'hui sans trembler, est presque brutale dans sa simplicité. Non. Il n'existe pas de planète de secours. Aucun monde connu, ni dans notre système solaire, ni autour des étoiles voisines, ne permettrait à un être humain de sortir un matin, de respirer l'air à plein poumon, de sentir le soleil sur sa peau, sans mourir en quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures. La Terre est, à ce jour, le seul endroit de l'univers où nous savons que la vie humaine est possible sans machine, sans dôme, sans scaphandre. Le seul. Mais la réponse longue est infiniment plus intéressante. Parce que la question n'est pas seulement de savoir si une planète de rechange nous attend quelque part, clés en main. La question est de savoir ce que l'humanité pourrait construire, adapter, transformer. Jusqu'où notre espèce pourrait pousser ses limites biologiques, techniques, morales. Et cette réponse-là ne tient pas en un mot. Elle traverse le système solaire tout entier, de la Lune aux lunes glacées de Jupiter. Elle s'étend jusqu'aux exoplanètes découvertes autour d'étoiles lointaines. Elle plonge dans les mystères du corps humain et elle se termine comme souvent par un regard neuf sur notre propre monde. Alors ce soir, prenons le temps. Installons-nous confortablement dans cette question vertigineuse et déplions-la, morceau par morceau, sans nous presser. Nous allons visiter chaque candidat sérieux, un par un. Nous allons peser leurs promesses et leurs pièges. Nous allons parler de villes flottantes dans les nuages de Vénus, de cavernes creusées sous le sol martien, de lacs de méthane sur une lune de Saturne, d'océans cachés sous des kilomètres de glace. Nous allons parler de vaisseaux qui mettraient des siècles à rejoindre l'étoile la plus proche et de ce que deviendrait un corps humain né en apesanteur. Nous allons parler aussi de ce que le mot « habiter » veut vraiment dire. Car c'est peut-être là que tout commence. Avant de chercher une nouvelle maison, il faut comprendre ce qui fait qu'une maison est habitable. Et pour cela, il n'existe qu'un seul modèle, un seul exemple, un unique cas d'école dans tout l'univers observable, la planète sur laquelle vous êtes allongé en ce moment même. Regardons-la un instant notre Terre, non pas comme un décor familier, mais comme une machine d'une précision stupéfiante. À la surface de ce monde, la température moyenne tourne autour de 15 degrés. Pas 400 degrés comme sur Vénus, pas moins 63 comme sur Mars. 15. Une valeur qui permet à l'eau d'exister sous ces trois états à la fois, liquide dans les océans, solide au pôle, gazeuse dans les nuages. Et cette eau liquide, c'est la condition première de toute la biologie que nous connaissons. Elle sert de solvant universel, elle transporte les nutriments, elle permet aux molécules du vivant de se rencontrer, de réagir, de s'assembler. Sans eau liquide, pas de cellules, pas de métabolisme, pas de vie telle que nous la comprenons. Mais la température n'est que le premier réglage de la machine. Il y a ensuite la pression. Au niveau de la mer, l'atmosphère terrestre appuie sur chaque centimètre carré de votre peau avec le poids d'1 kilogramme environ. Cette pression, vous ne la sentez pas parce que votre corps s'est construit avec elle, en elle. Elle maintient vos fluides à leur place, elle permet à vos poumons de fonctionner, elle empêche l'eau de votre corps de se mettre à bouillir à température ambiante. Car oui, c'est un détail que l'on oublie souvent. Dans le vide de l'espace, ou même dans l'atmosphère presque inexistante de Mars, l'eau liquide ne peut pas rester liquide. Elle s'évapore instantanément ou gèle selon la température. Un être humain, exposé sans protection à la surface de Mars,
verrait sa salive bouillir sur sa langue. Pas à cause de la chaleur, à cause de l'absence de pression. Vient ensuite la composition de l'air. 21% d'oxygène, 78% d'azote, une pincée d'argon, une trace de dioxyde de carbone. Ce mélange précis, aucune autre planète connue ne le possède. Et il n'est pas tombé du ciel, il a été fabriqué, patiemment, par la vie elle-même. Pendant des milliards d'années, des organismes microscopiques ont capté la lumière du Soleil et rejeté de l'oxygène, transformant molécule après molécule une atmosphère qui, à l'origine, nous aurait été totalement irrespirable. L'air que vous respirez en ce moment est le produit d'une usine biologique vieille de plusieurs milliards d'années. C'est une donnée essentielle pour la suite de notre voyage. L'oxygène libre n'existe nulle part ailleurs en abondance, parce que nulle part ailleurs, à notre connaissance, une biosphère n'a travaillé à le produire. Et puis, il y a les protections invisibles. Le champ magnétique terrestre d'abord, généré par les mouvements du fer liquide dans les profondeurs de la planète. Cette immense bulle magnétique dévie le vent solaire, ce flux continu de particules chargées que notre étoile projette dans l'espace. Sans elle, ces particules éroderaient lentement notre atmosphère et bombarderaient la surface. L'atmosphère elle-même, ensuite, qui joue le rôle d'un bouclier massif. Chaque centimètre carré de la surface terrestre est protégé par une colonne d'air équivalente à environ 1 kg de matière. Cette épaisseur arrête l'essentiel des rayons cosmiques, ces particules d'une énergie extrême qui traversent la galaxie, et la couche d'ozone filtre les ultraviolets les plus dangereux. Vous vivez au fond d'un océan d'air qui vous protège en permanence d'un bombardement dont vous n'avez même pas conscience. Ajoutez encore la gravité, 1 G, comme disent les physiciens. Cette attraction précise a sculpté votre squelette, calibré votre cœur, réglé la circulation de votre sang, orienté la croissance de chacune de vos cellules. Votre corps n'est pas simplement posé sur la Terre. Il est fait pour elle, par elle, jusque dans sa chimie la plus intime. Nous verrons plus loin ce qui arrive à un organisme humain quand on lui retire cette gravité. Et les résultats sont l'un des plus grands obstacles à toute installation ailleurs. Et enfin, il y a le temps, la stabilité. La Terre offre tout cela non pas pendant une heure ou pendant un été, mais depuis des milliards d'années, avec des variations suffisamment lentes pour que la vie puisse s'adapter. L'orbite est stable, l'inclinaison de l'axe est stabilisée par la Lune, le Soleil est une étoile calme, régulière, à mi-chemin de sa longue existence. Habiter, ce n'est pas survivre un instant, c'est durer. Voilà donc le cahier des charges. Une température compatible avec l'eau liquide, une pression suffisante, un air respirable, une protection contre les radiations, une gravité supportable, des ressources accessibles, de l'eau, des matériaux, de l'énergie et de la stabilité sur des échelles de temps qui dépassent la vie humaine. Chaque monde que nous allons visiter ce soir sera jugé à l'aune de cette liste. Et vous allez le constater, aucun, absolument aucun, ne coche toutes les cases. La vraie question sera donc chaque fois la même. Combien de cases manquantes la technologie peut-elle compenser? Et à quel prix? Commençons par le commencement. Par le monde le plus proche, celui que l'humanité a déjà touché de ses mains, celui dont la lumière cendrée éclaire peut-être en ce moment le bord de votre fenêtre. La Lune. La Lune est notre voisine immédiate, à 384 000 km en moyenne. 3 jours de voyage avec les technologies actuelles. À l'échelle du cosmos, c'est la porte d'à côté, le palier de notre appartement. 12 êtres humains ont déjà marché sur sa surface entre 1969 et 1972, et ils en sont tous revenus. Et l'histoire justement vient de reprendre. En avril 2026, 4 astronautes de la mission Artemis II ont survolé la face cachée de la Lune à bord du vaisseau Orion, avant de revenir amérir dans le Pacifique. C'était le premier équipage à quitter l'orbite terrestre depuis plus de 50 ans, et l'agence spatiale américaine vise désormais un retour sur le sol lunaire lui-même dans les années qui viennent, avec l'ambition affichée d'y construire, à terme, une présence durable. La Lune est donc
très concrètement, le premier monde extraterrestre que l'humanité tentera d'habiter. Alors posons la question sérieusement. Peut-on vivre sur la Lune? Reprenons notre cahier des charges et confrontons-le à la réalité lunaire. Première case, l'atmosphère. Il n'y en a pas. Ou plus exactement, il existe autour de la Lune une si ténue, si diluée, qu'elle est environ 100 000 milliards de fois moins dense que l'air terrestre. Autant dire le vide. Pas d'air à respirer, évidemment, mais surtout pas de pression, pas de bouclier contre les radiations, pas de protection contre les micrométéorites qui percutent le sol à des dizaines de kilomètres par seconde et aucun tampon thermique. Et c'est là le deuxième problème, immense, les températures. Sur la Lune, une journée complète, du lever du soleil au lever suivant, dure environ 29 jours terrestres. Cela signifie près de 2 semaines de lumière ininterrompue, suivies de près de 2 semaines de nuit totale. Pendant le jour lunaire, à l'équateur, le sol grimpe au-delà de 120 degrés. Pendant la nuit, il plonge sous les moins 170 degrés. Près de 300 degrés d'écart entre le jour et la nuit, sans aucune atmosphère pour adoucir la transition. Et au fond de certains cratères polaires, là où la lumière du soleil ne pénètre jamais, les instruments ont mesuré des températures parmi les plus basses jamais relevées dans tout le système solaire, plus froides que la surface de Pluton. Mais ces cratères glacés, paradoxalement, sont aussi le trésor de la Lune. Car dans cette obscurité éternelle, piégée depuis des milliards d'années, il y a de la glace d'eau. La sonde américaine, qui a percuté volontairement le pôle sud lunaire, en 2009, en a apporté la preuve directe, en soulevant un panache de débris dans lequel les instruments ont détecté de l'eau. Et l'eau, pour une base habitée, c'est tout. C'est de quoi boire, bien sûr. Mais c'est aussi de l'oxygène à respirer, une fois la molécule cassée par électrolyse. Et c'est même du carburant, puisque l'hydrogène et l'oxygène séparés constituent l'un des couples propulsifs les plus efficaces jamais utilisés en astronautique. Voilà pourquoi toutes les agences spatiales du monde regardent le pôle sud de la Lune. Ce n'est pas un hasard si les missions américaines, chinoises, indiennes, convergent toutes vers cette région. Celui qui maîtrisera la glace lunaire maîtrisera la première ressource de l'espace proche. Reste que vivre sur la Lune, concrètement, ne ressemblera à rien de ce que l'humanité a connu. Le sol lui-même est un ennemi discret. Il est recouvert d'une couche de poussière appelée régolithe, produite par des milliards d'années de bombardements météoritiques. Cette poussière n'a jamais été adoucie par le vent ou par l'eau, puisqu'il n'y a ni vent ni eau. Chaque grain est resté anguleux, coupant, abrasif, comme du verre pilé. Les astronautes des missions Apollo en gardaient partout, incrustés dans les combinaisons, infiltrés dans les mécanismes, flottant dans l'habitacle au retour, avec une odeur de poudre brûlée. Elle rayait les visières, encrassait les articulations des scaphandres, irritait les yeux et les gorges. Pour un séjour de 3 jours, c'était une gêne. Pour un séjour de 3 ans, c'est un danger sanitaire et technique majeur que les ingénieurs des futures bases prennent extrêmement au sérieux. Et puis il y a ce que l'on ne voit pas, les radiations. Sans atmosphère et sans champ magnétique global, la surface lunaire est exposée en permanence au rayonnement cosmique et aux colères du Soleil. Lors d'une éruption solaire majeure, un astronaute surpris à découvert sur la plaine lunaire recevrait en quelques heures une dose de radiation dangereuse, potentiellement mortelle. La parade existe et elle est presque poétique dans sa simplicité. Il faut s'enterrer. Recouvrir les habitats de plusieurs mètres de ce même régolithe hostile qui devient alors un bouclier gratuit. Ou mieux encore, s'installer dans les tunnels de lave, ces immenses galeries souterraines creusées par les coulées volcaniques de la jeunesse lunaire. Certaines de ces cavités, repérées depuis l'orbite grâce à des puits effondrés, pourraient mesurer des dizaines de mètres, voire des centaines de mètres de large. À l'intérieur, la température est stable, les radiations sont bloquées, les micrométéorites ne pénètrent pas. Les premières villes lunaires ne se dresseront probablement pas fièrement sous les étoiles. Elles se blottiront sous terre, comme des terriers. Il faut enfin parler de la gravité.
La Lune n'attire les corps qu'avec un sixième de la force terrestre. Un adulte de 70 kg n'y pèse plus que l'équivalent de 12 kg environ. Les images d'archives montrent des astronautes bondissant comme au ralenti, et cela semble léger, presque joyeux. Mais personne, absolument personne, ne sait ce que fait une gravité aussi faible sur un corps humain pendant des années. Personne ne sait si des os peuvent s'y maintenir, si un cœur s'y use plus vite ou moins vite, si un enfant pourrait y grandir normalement, si une grossesse pourrait s'y dérouler sans danger. Les séjours lunaires les plus longs de l'histoire ont duré à peine plus de 3 jours. Tout le reste est hypothèse. Alors, verdict ? La Lune est habitable au sens où l'on peut y survivre, dans des structures pressurisées, enterrées, alimentées par le Soleil ou par de petits réacteurs nucléaires, approvisionnés en eau par la glace polaire. Des bases y verront très probablement le jour au cours de ce siècle, peut-être même au cours de cette décennie, d'abord occupées quelques semaines par an, puis en continu, comme les stations antarctiques. Mais la Lune ne sera jamais une seconde Terre. On n'y respirera jamais à l'air libre, on n'y verra jamais de ciel bleu, on n'y cultivera jamais de champs sous le soleil. Ce sera un avant-poste, un laboratoire, un port d'attache vers le reste du système solaire. Un lieu où l'on est stationné plus qu'un lieu où l'on vit, et c'est déjà immense. Mais ce n'est pas une réponse à notre question. Pour trouver une vraie réponse, ou du moins l'espoir d'une vraie réponse, il faut aller plus loin, beaucoup plus loin. Il faut traverser des dizaines de millions de kilomètres de vide, jusqu'à ce point rouge pâle qui brille certains soirs au-dessus de l'horizon, et qui obsède l'humanité depuis l'Antiquité. Il faut aller sur Mars. Mars. Aucun autre monde n'a autant nourri l'imaginaire humain. Depuis que les premiers télescopes ont révélé un disque rougeâtre marqué de taches sombres et de calottes blanches, notre espèce projette sur cette planète ses rêves et ses angoisses. Des canaux imaginaires dessinés par des astronomes trop enthousiastes du XIXe siècle jusqu'aux projets de colonisation les plus médiatisés de notre époque, Mars a toujours été la destination. La planète de secours par défaut. Et il faut reconnaître qu'elle a des arguments, de vrais arguments, qui la distinguent de tous les autres mondes du système solaire. D'abord, Mars ressemble à un endroit. C'est bête à dire, mais regardez les images envoyées par les rovers. On y voit des collines, des dunes, des vallées, des cailloux, un ciel avec des nuages fins, des couchers de soleil, un paysage, presque un désert de l'Utah ou du Sahara, en plus rouillé. La journée martienne, ensuite, dure 24 heures et 39 minutes, à peine plus longue que la nôtre. Un rythme presque terrestre, auquel un corps humain pourrait s'accorder sans trop de mal. L'inclinaison de l'axe de la planète est proche de celle de la Terre, ce qui crée des saisons. Il y a des calottes polaires, faites de glace d'eau et de glace de dioxyde de carbone. Il y a de la lumière solaire en quantité exploitable, environ 40% de ce que reçoit la Terre. Et il y a surtout, gravé dans les roches, le souvenir d'un passé bouleversant. Car Mars n'a pas toujours été ce désert glacé. Il y a environ 3,5 milliards à 4 milliards d'années, cette planète possédait une atmosphère épaisse, des rivières, des lacs, des deltas, peut-être même un océan couvrant une partie de son hémisphère nord. Les preuves sont partout, et elles sont accablantes. Les orbiteurs ont photographié des lits de rivières asséchées qui serpentent sur des centaines de kilomètres. Le rover américain, qui explore depuis 2021 le cratère G0, roule littéralement sur le delta d'une ancienne rivière. Un empilement de sédiments déposés par de l'eau courante, couche après couche, il y a des milliards d'années. Les instruments y ont identifié des argiles et des minéraux qui ne se forment qu'en présence d'eau liquide et durable. Mars a été, pendant un temps, un monde bleu et brun, sous un ciel peut-être clément. Un monde qui cochait, jadis, plusieurs cases de notre fameux cahier des charges. Et puis, Mars a tout perdu. Le scénario, reconstitué pièce par les missions successives, tient en quelques étapes. Mars est une petite planète, environ 2 fois plus petite que la Terre en diamètre, 10 fois moins massive. Son cœur de fer s'est refroidi plus vite que le nôtre. Or, c'est ce cœur en mouvement qui générait son champ magnétique. Quand la dynamo interne s'est arrêtée,
il y a environ 4 milliards d'années, le bouclier magnétique s'est éteint. Le vent solaire a alors frappé l'atmosphère de plein fouet, arrachant les molécules une à une, siècle après siècle, millions d'années après millions d'années. Une sonde de la NASA placée en orbite martienne a mesuré ce phénomène en direct. Aujourd'hui encore, Mars perd son atmosphère dans l'espace, près de 100 grammes chaque seconde. La pression a chuté, l'eau s'est évaporée ou s'est réfugiée dans le sous-sol sous forme de glace, la surface s'est stérilisée. Ce qui reste, c'est le monde que nous connaissons. Et ce monde, décrivons-le honnêtement, car c'est lui que les futurs colons devront affronter. La pression atmosphérique au sol représente environ 0,6% de la pression terrestre. Autant dire presque rien, c'est l'équivalent de ce que vous trouveriez sur Terre à plus de 30 km d'altitude, 3 fois plus haut que ne volent les avions de ligne. À cette pression, comme nous l'avons dit, l'eau liquide ne peut pas exister durablement en surface, et un être humain sans scaphandre perdrait connaissance en quelques secondes. L'atmosphère résiduelle est composée à 95% de dioxyde de carbone, irrespirable. La température moyenne tourne autour de moins 63 degrés. Les étés à l'équateur peuvent, certains après-midi, frôler les 20 degrés au niveau du sol, ce qui semble presque agréable. Mais la même nuit, le thermomètre replonge vers moins 80 ou moins 100 degrés. Le sol, enfin, contient un peu partout des sels, appelés perchlorates, toxiques pour l'être humain à des concentrations très faibles, qui contaminent la poussière que le vent soulève et qui compliqueraient toute tentative d'agriculture directe dans la terre martienne. Et il y a les radiations, encore elles. Sans champ magnétique global et avec une atmosphère squelettique, la surface de Mars est balayée par les rayons cosmiques. Le rover qui a mesuré cet environnement pendant son voyage, puis à la surface a livré des chiffres précis. Un aller-retour Terre-Mars, à lui seul, exposerait un astronaute à une dose de radiation de l'ordre des 2/3 d'un sievert, avant même de compter le séjour sur place. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plusieurs centaines de fois la dose annuelle naturelle reçue sur Terre, et cela suffit à augmenter sensiblement le risque de cancer sur une vie. Rien d'instantanément mortel, mais une usure invisible, comptabilisée cellule par cellule. Alors, comment vit-on là-dedans? La réponse des ingénieurs ressemble beaucoup à celle imaginée pour la Lune, en plus ambitieux. On vit dedans ou dessous. Des habitats pressurisés, probablement recouverts de plusieurs mètres de régolithes, ou installés dans des tunnels de lave, car Mars aussi possède ses volcans éteints et leurs galeries souterraines. On vit de ce que la planète fournit, car apporter chaque kilogramme depuis la Terre coûte une fortune et prend des mois. C'est le principe que les spécialistes appellent l'utilisation des ressources locales, et il a déjà commencé à être testé, pour de vrai, sur le sol martien. Un petit appareil expérimental embarqué sur le rover du cratère Jezero a réussi, entre 2021 et 2023, à fabriquer de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone de l'atmosphère martienne. Environ 120 grammes au total, de quoi faire respirer un chien pendant quelques heures. C'est dérisoire et c'est historique à la fois. Pour la première fois, une machine a produit sur un autre monde une ressource vitale pour l'être humain. Les versions futures, des centaines de fois plus grandes, produiraient l'oxygène des équipages et surtout l'oxygène liquide nécessaire au carburant du voyage retour. L'eau, elle, viendrait de la glace. Mars en regorge, et pas seulement au pôle. Les radars orbitaux ont détecté d'immenses réservoirs de glace, enfouis sous quelques mètres de poussière jusqu'à des latitudes moyennes, parfois sous forme de glaciers entiers, protégés par une couverture de débris. Certaines estimations évoquent assez d'eau gelée pour recouvrir toute la planète d'un océan de plusieurs dizaines de mètres de profondeur si elle fondait. Pour une colonie, il suffirait, si l'on ose dire, de forer, d'extraire, de faire fondre, de filtrer. Chaque goutte serait ensuite recyclée en boucle presque fermée, comme à bord de la Station spatiale internationale, où l'urine et l'humidité de l'air redeviennent de l'eau potable avec un rendement remarquable. La nourriture pousserait sous serre, en hydroponie, sous lumière artificielle ou sous lumière solaire filtrée, dans des substrats importés
ou dans du régolithe soigneusement lavé de ses perchlorates. Les expériences menées sur Terre avec des simulants de sol martien montrent que des tomates, des pommes de terre ou du blé peuvent y pousser, à condition d'y ajouter de la matière organique et d'en retirer les composés toxiques. L'énergie viendrait de panneaux solaires, vulnérables cependant aux tempêtes de poussière qui, certaines années, voilent le ciel martien pendant des semaines, ou de petits réacteurs nucléaires compacts, la solution la plus robuste selon la plupart des études. Tout cela est difficile, mais rien de tout cela ne viole les lois de la physique. Voilà pourquoi tant d'ingénieurs jugent qu'une base martienne habitée est une question de décennies plutôt que de siècles. Les vaisseaux capables d'emporter l'équipement nécessaire sont en développement, avec des essais spectaculaires, des progrès réels et des revers tout aussi réels. Le voyage lui-même durerait de 6 à 9 mois dans chaque sens, et les fenêtres de départ ne s'ouvrent que tous les 26 mois, quand les orbites de la Terre et de Mars s'alignent favorablement. Les premiers équipages resteraient donc sur place environ 1 an et demi avant de pouvoir rentrer. Isolés comme aucun être humain ne l'a jamais été, avec un délai de communication de 3 à 22 minutes dans chaque sens, selon la position des planètes. Impossible de converser avec la Terre en direct. Impossible d'être secouru en cas de problème grave. Les explorateurs martiens seront seuls, d'une solitude astronomique. Mais, admettons que tout cela réussisse. Admettons les bases enterrées, les serres, les foreuses à glace, les réacteurs. Une question demeure, et elle est vertigineuse. Est-ce que Mars pourrait redevenir ce qu'elle a été? Est-ce qu'on pourrait lui rendre son ciel, son eau, sa douceur perdue? Autrement dit, est-ce qu'on pourrait terraformer Mars? Le mot terraformeur est l'un des plus audacieux jamais inventés par notre espèce. Donner à un monde la forme de la Terre. L'idée circule dans la science-fiction depuis les années 40, mais elle entre dans le champ scientifique dans les années 60 et 70, notamment sous la plume de l'astrophysicien Carl Sagan, qui se demande sérieusement si l'on pourrait modifier l'environnement global de Vénus, puis de Mars, en amplifiant des processus naturels grâce à la technologie. Depuis, des centaines d'articles scientifiques ont été consacrés à la question martienne et l'on peut aujourd'hui résumer honnêtement l'état du débat. Le principe est simple, la réalisation est titanesque. Et il y a, au cœur du projet, un problème de fond que l'on a longtemps sous-estimé. Le principe d'abord. Mars est trop froide et son air est trop mince. Or, son atmosphère est faite de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. L'idée de base consiste donc à épaissir cette atmosphère pour réchauffer la planète et à réchauffer la planète pour libérer davantage de gaz piégés dans les glaces et dans le sol, qui épaissiront encore l'atmosphère, et ainsi de suite. Un cercle vertueux, un effet boule de neige à l'envers, qui transformerait progressivement le désert glacé en un monde plus doux où l'eau liquide pourrait couler à nouveau. Pour amorcer la machine, les propositions ne manquent pas, et certaines sont devenues célèbres. Installer d'immenses miroirs en orbite, larges de plusieurs kilomètres, pour concentrer la lumière du soleil sur les calottes polaires et les faire fondre. Disperser à la surface des calottes une poussière sombre pour qu'elles absorbent davantage de chaleur au lieu de la réfléchir. Construire des usines dédiées à la production de gaz à effet de serre ultra puissants, des composés fluorés des milliers de fois plus efficaces que le dioxyde de carbone, fabriqués à partir de minéraux martiens. Ou même, dans les versions les plus extrêmes, dévier des astéroïdes riches en glace et en ammoniac pour les faire s'écraser sur la planète, chaque impact apportant de l'eau, de l'azote et de la chaleur. Sur le papier, chacune de ces idées repose sur de la physique connue. Mais en 2018, une étude publiée dans une grande revue d'astronomie a fait l'effet d'une douche froide sur tout le domaine. 2 chercheurs ont dressé l'inventaire complet, à partir des données de 20 ans de mission, de tout le dioxyde de carbone encore disponible sur Mars, dans les calottes polaires, dans les grains du sol, dans les roches carbonatées. Leur conclusion est sans appel. Même en mobilisant la totalité du gaz réellement accessible, avec une technologie envisageable, on ne parviendrait qu'à peu près à tripler la pression atmosphérique actuelle. 3 fois presque rien, cela reste presque rien.
Environ 2% de la pression terrestre, à peu près 1/50 de ce qu'il faudrait pour transformer réellement le climat, est bien trop peu, de toute façon, pour qu'un être humain puisse se passer de scaphandre pressurisé. Et le réchauffement obtenu serait de quelques degrés à peine. Autrement dit, la matière première de la terraformation classique n'existe tout simplement plus sur Mars en quantité suffisante. Le vent solaire l'a emportée, molécule par molécule, il y a des milliards d'années, et elle est aujourd'hui dispersée dans l'espace interplanétaire, irrécupérable. Pour aller au-delà, il faudrait importer des volatiles depuis les confins du système solaire, en détournant des comètes ou des astéroïdes glacés par centaines, une entreprise dont l'échelle dépasse tout ce que notre civilisation a jamais accompli, et de très loin. Et même, en supposant ce miracle logistique, un autre problème attend patiemment son tour. Mars n'a toujours pas de champ magnétique. Toute atmosphère reconstruite recommencerait à s'éroder sous le vent solaire. Alors certes, cette érosion est lente à l'échelle humaine, elle se compte en millions d'années, et certains chercheurs font remarquer qu'une atmosphère reconstituée tiendrait bien assez longtemps pour nos besoins. D'autres ont proposé une solution d'une élégance folle. Plutôt que de rendre à Mars son champ magnétique interne, chose impossible, on pourrait placer un générateur de champ magnétique artificiel dans l'espace, au point d'équilibre situé entre Mars et le Soleil, de façon à créer une ombre magnétique protégeant toute la planète. L'idée a été présentée très sérieusement par un directeur scientifique de la NASA lors d'un colloque en 2017. Elle ne viole aucune loi physique. Elle demande simplement une puissance et une permanence d'infrastructures que rien, dans notre histoire, ne permet encore d'imaginer concrètement. Face à ces murs, la recherche récente a pris un virage intéressant, celui de la modestie. Puisque transformer toute la planète est hors de portée, pourquoi ne pas terraformer par petites touches? Une équipe de chercheurs a montré en 2019 qu'une simple couche de quelques centimètres d'aérogel de silice, un matériau ultra léger et translucide, posé au-dessus d'une parcelle de sol martien, suffirait à créer dessous un effet de serre local. La lumière passe, la chaleur reste, les ultraviolets sont bloqués et la température sous la couche pourrait remonter au-dessus du point de fusion de la glace. De quoi faire pousser des organismes photosynthétiques, voire des plantes, dans des oasis artificielles de quelques hectares. Ce ne serait plus rendre Mars habitable. Ce serait broder, patiemment, des points de vie sur un linceul de rouille. Entre le dôme pressurisé et la planète transformée, toute une gamme d'intermédiaires devient pensable. Mais il faut dire les échelles de temps, car elles remettent chaque rêve à sa place. Les études les plus optimistes, celles qui supposent résolu les problèmes de matière première, chiffrent le réchauffement initial de Mars en siècles. La création d'une atmosphère respirable, elle, est une toute autre affaire. Il ne suffit pas de réchauffer, il faut produire de l'oxygène et en quantité planétaire. Sur Terre, ce travail a été accompli par la photosynthèse et il lui a fallu, pour faire passer l'oxygène de l'état de trace à une teneur respirable, plus d'1 milliard d'années. Avec des organismes optimisés et une ingénierie massive, les estimations sérieuses parlent au mieux de dizaines de milliers d'années, plus vraisemblablement de centaines de milliers. Aucune civilisation humaine n'a jamais mené un projet sur plus de quelques siècles. Terraformer Mars, ce serait s'engager sur une durée plus longue que toute l'histoire écrite de l'humanité, en espérant que nos descendants, génération après génération, régime après régime, continuent d'entretenir les machines. C'est moins un projet d'ingénierie qu'un pari sur la constance de notre espèce. Voilà donc où en est Mars, la grande favorite. Une planète où des bases habitées verront sans doute le jour, où quelques centaines puis quelques milliers d'êtres humains vivront peut-être un jour sous des dômes et dans des galeries, en combinaison dès qu'ils sortiront, pour toujours. Une planète que l'on pourra peut-être verdir par fragments, sous des couvertures translucides. Mais une planète que personne, ni nous, ni nos enfants, ni les enfants de leurs enfants sur des centaines de générations, ne verra redevenir bleue. Si la question est de savoir si l'humanité pourra habiter Mars, la réponse est probablement oui, un peu, prudemment, en s'y accrochant.
Si la question est de savoir si Mars peut devenir une seconde Terre, la réponse honnête, aujourd'hui, est non. Alors tournons-nous ailleurs. Et puisque nous cherchons une jumelle de la Terre, allons voir celle qui, sur le papier, mérite le mieux ce titre. Une planète presque exactement de la taille de la nôtre, de la même masse ou presque, faite des mêmes roches, née au même moment, à peine plus proche du Soleil. Notre vraie sœur jumelle, Vénus. Vénus a tout pour plaire, vu de loin. Son diamètre ne diffère de celui de la Terre que de 5%. Sa gravité vaut environ 90% de la nôtre. Un être humain s'y sentirait à peine plus léger et son squelette, contrairement à ce qui se passerait sur la Lune ou sur Mars, n'aurait probablement aucune raison de dépérir. Elle possède une atmosphère épaisse, très épaisse même, ce qui la protège des météorites et des rayons cosmiques. Elle est plus proche de nous que Mars la plupart du temps et les fenêtres de voyage y sont plus fréquentes. Au XIXe siècle et au début du XXe, les astronomes et les écrivains imaginaient volontiers sous ces nuages perpétuels un monde tropical, humide, couvert de jungles et de marécages. Une terre du Carbonifère en somme, qui n'attendait que nous. La réalité, découverte à partir des années 60, est l'une des plus grandes désillusions de l'histoire de l'astronomie. Sous ces nuages, Vénus est un enfer. Le mot n'est pas une image, c'est la description technique la plus exacte dont nous disposions. La température au sol atteint environ 465 degrés, de jour comme de nuit, à l'équateur comme au pôle. C'est assez pour faire fondre le plomb, le zinc et l'étain, assez pour faire rougeoyer faiblement les roches dans l'obscurité. La pression atmosphérique au niveau du sol est environ 92 fois supérieure à la pression terrestre. C'est l'équivalent de la pression que subirait un plongeur à plus de 900 mètres sous la surface de l'océan. Un être humain sans protection y serait simultanément écrasé, cuit et asphyxié en quelques secondes. L'atmosphère est composée à 96% de dioxyde de carbone et les nuages qui enveloppent éternellement la planète ne sont pas faits de vapeur d'eau, mais de gouttelettes d'acide sulfurique concentré. Il pleut de l'acide sur Vénus, même si ces pluies s'évaporent avant de toucher le sol brûlant. L'histoire de l'exploration vénusienne est, à elle seule, un monument de ténacité. Dans les années 60 et 70, en pleine guerre froide, l'Union soviétique fait de Vénus sa spécialité et y envoie sonde après sonde. Les premières sont broyées par la pression pendant la descente, avant même d'atteindre le sol, parce que personne n'imaginait alors des conditions aussi extrêmes. Les ingénieurs revoient leurs copies, blindent leurs machines, comme des sous-marins de grande profondeur. Et en décembre 1970, une sonde soviétique réussit l'exploit. Elle se pose en fonctionnement à la surface de Vénus et transmet des données pendant une vingtaine de minutes. C'est le tout premier atterrissage réussi de l'humanité sur une autre planète. Pas sur Mars, sur Vénus. Les sondes suivantes feront mieux encore, envoyant les premières photographies du sol, des images jaunâtres et écrasées de chaleur, montrant des dalles de roches volcaniques sous un ciel de plomb. La plus endurante de toutes survivra environ 127 minutes avant de succomber. 2 heures de vie au prix d'années d'ingénierie. Aujourd'hui encore, plus de 40 ans plus tard, aucune machine n'a fait mieux. Voilà l'accueil que Vénus réserve à ses visiteurs. Le plus troublant, c'est que cet enfer n'a peut-être pas toujours existé. Certains modèles climatiques suggèrent que Vénus, dans sa jeunesse, a pu posséder des océans d'eau liquide et des températures modérées, peut-être pendant 1 ou 2 milliards d'années. D'autres modèles en doutent et estiment qu'elle est née trop près du Soleil pour jamais condenser ses océans. Le débat reste ouvert, et c'est l'une des grandes questions que les prochaines missions tenteront de trancher. Mais tous les scénarios convergent vers la même fin. À un moment de son histoire, Vénus a basculé dans ce que les climatologues appellent un effet de serre incontrôlé. L'eau s'est évaporée, la vapeur d'eau a amplifié le réchauffement, qui a évaporé davantage d'eau encore, jusqu'à ce que les océans entiers passent dans l'atmosphère, où le rayonnement solaire a fini par briser les molécules d'eau et laisser l'hydrogène s'échapper dans l'espace. Sans eau, le dioxyde de carbone des volcans
s'est accumulé sans plus jamais être recyclé dans les roches. Et le piège s'est refermé pour toujours. Vénus est la démonstration grandeur nature de ce qui arrive à une planète, pourtant jumelle de la nôtre, quand l'effet de serre s'emballe sans frein. Ce n'est pas une prophétie pour la Terre, dont la situation est très différente, mais c'est un avertissement que les scientifiques du climat gardent tout quelque part en tête. Alors, faut-il rayer Vénus de notre liste? À la surface, oui, sans la moindre hésitation. Aucun scaphandre, aucun véhicule habité, aucune technologie prévisible ne permettra à un être humain de marcher sur ce sol de son vivant. Mais Vénus cache un paradoxe magnifique, et c'est ici que notre histoire prend un tour inattendu. Car si le sol de Vénus est le pire endroit du système solaire, son ciel pourrait bien en être, après la Terre, le meilleur. Élevez-vous en pensée au-dessus du sol vénusien. À mesure que vous montez, la pression diminue, la température baisse. Et quelque part entre 50 et 60 km d'altitude, en plein cœur de la couche nuageuse, vous traversez une zone extraordinaire. La pression I est proche de celle du niveau de la mer sur Terre, et la température oscille entre 0 et une soixantaine de degrés, selon l'altitude exacte. Autrement dit, il existe sur notre planète sœur un étage entier où les deux paramètres physiques les plus meurtriers du système solaire, la pression et la température, sont presque terrestres. Ce n'est le cas nulle part ailleurs. Ni sur Mars, ni sur la Lune, ni sur aucune lune de Jupiter ou de Saturne. Ajoutez la gravité quasi-terrestre et l'épaisse atmosphère au-dessus de vos têtes qui bloque les radiations cosmiques aussi efficacement que l'air terrestre. Sur ce point précis, à cette altitude précise, Vénus coche plus de cases de notre cahier des charges que n'importe quel autre monde. C'est de ce constat qu'est née l'une des idées les plus poétiques de toute l'ingénierie spatiale, les villes flottantes de Vénus. Et le plus étonnant est que le concept tient physiquement debout pour une raison chimique très simple. L'atmosphère vénusienne est faite de dioxyde de carbone, un gaz dense. Or, l'air que nous respirons, ce mélange d'azote et d'oxygène, est nettement plus léger que le dioxyde de carbone. Conséquence, sur Vénus, un ballon rempli d'air respirable flotte. L'air terrestre, I, est un gaz porteur, comme l'hélium l'est chez nous. Une bulle d'habitat remplie d'air ordinaire, celui-là même que les occupants respirent, tiendrait en suspension dans les nuages vénusiens, sans dépenser d'énergie, portée par la simple poussée d'Archimède. Vos murs, votre plafond, votre salon deviendraient votre ballon. Des ingénieurs de la NASA ont étudié sérieusement ce concept au milieu des années 2010 sous la forme d'un projet de dirigeables habités évoluant à une cinquantaine de kilomètres d'altitude, alimenté par un soleil abondant, car à cette hauteur, au-dessus de l'essentiel de la brume, la lumière est même plus intense que sur Terre. Les études concluaient qu'à bien des égards, une mission habitée dans l'atmosphère de Vénus serait moins difficile qu'une mission à la surface de Mars. Pas de scaphandre pressurisé nécessaire, seulement une protection contre l'acidité, une simple combinaison étanche et une réserve d'oxygène, car même une panne d'étanchéité n'aurait rien de la violence explosive d'une dépressurisation dans le vide. Bien sûr, il faut aussitôt tempérer le rêve. Les gouttelettes d'acide sulfurique rongeraient lentement toute structure, imposant des matériaux et des revêtements spéciaux. Les vents de la haute atmosphère vénusienne soufflent à plus de 300 km/h et emporteraient les cités flottantes dans un tour complet de la planète tous les 4 à 5 jours terrestres, ce qui imposerait de vivre en dérive perpétuelle. Il n'y a aucun sol à cultiver, aucun minerai à portée de main. Toutes les ressources solides devraient être extraites de l'atmosphère elle-même, qui contient heureusement du carbone, de l'oxygène, de l'azote, du soufre et un peu d'eau, ou importées à grands frais. Une civilisation des nuages vivrait littéralement de l'air du temps, en tirant ses plastiques et ses fibres de carbone du gaz ambiant. C'est concevable sur le papier, c'est vertigineux dans la pratique. Et surtout, personne n'a encore jamais fait flotter quoi que ce soit d'habité dans l'atmosphère d'un autre monde. Entre le concept élégant et la ville aérienne, il y a un siècle de travail, au bas mot.
Il faut enfin mentionner l'épisode qui a remis Vénus sous les projecteurs du monde entier. En 2020, une équipe d'astronomes a annoncé avoir détecté dans les nuages vénusiens la signature d'un gaz appelé phosphine, dont la présence, sur un monde rocheux, est difficile à expliquer sans processus exotique et qui, sur Terre, est notamment associé à certaines activités microbiennes. L'annonce a électrisé la communauté scientifique, car les nuages tempérés de Vénus sont depuis longtemps considérés comme l'une des rares niches du système solaire où une vie microbienne aérienne pourrait, en théorie, subsister. Mais la suite illustre parfaitement la façon dont la science fonctionne. D'autres équipes ont réanalysé les données, certaines n'ont pas retrouvé le signal, d'autres l'ont retrouvé plus faible, et le débat se poursuit aujourd'hui encore, sans verdict définitif. Personne n'a découvert la vie sur Vénus. On a découvert une question, et c'est déjà beaucoup. Plusieurs missions, américaines et européennes, sont à l'étude ou en préparation pour retourner étudier notre jumelle dans les années qui viennent, sonder ses nuages, cartographier sa surface et peut-être, enfin, comprendre son histoire. Vénus, donc, un enfer au sol, une promesse en altitude, un miroir tendu à notre propre climat. Notre inventaire du système solaire pourrait s'arrêter là, car au-delà de Mars, plus aucune planète n'offre ne serait-ce qu'un sol solide où se poser. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont des géantes de gaz et de glace, sans surface, aux pressions et aux vents inconcevables. Mais ces géantes ont des cortèges, des dizaines de lunes, dont certaines sont de véritables mondes, plus grands que des planètes. Et parmi elles se cache le candidat le plus étrange, le plus inattendu de toute notre liste. Une lune orange, voilée, glaciale, où il pleut du méthane sur des lacs d'hydrocarbures. Cap sur Titan. Titan est la plus grande lune de Saturne et la deuxième plus grande de tout le système solaire. Avec ses 5150 km de diamètre, elle est plus vaste que la planète Mercure. Mais ce qui la rend unique, absolument unique, parmi les centaines de lunes connues, c'est son atmosphère. Titan est la seule lune du système solaire à posséder une atmosphère dense. Et pas qu'un peu. La pression à sa surface est d'environ 1,5 fois la pression terrestre. Songez-y un instant. Sur Mars, la grande favorite, il faudrait un scaphandre pressurisé sous peine de mort immédiate. Sur Titan, la pression est simplement celle que vous ressentiriez à quelques mètres sous la surface d'une piscine. Un être humain pourrait s'y promener sans combinaison pressurisée. C'est le seul monde, dans tout le système solaire, dont on peut écrire cette phrase. Cette atmosphère composée principalement d'azote comme la nôtre, avec quelques pourcents de méthane, fait de Titan une sorte de terre primitive congelée. Elle offre aussi, gratuitement, ce que la Lune et Mars ne pourront jamais offrir, un bouclier. Son épaisseur protège la surface des radiations cosmiques et des micrométéorites presque aussi bien que l'atmosphère terrestre. Et le champ magnétique géant de Saturne ajoute par moments une protection supplémentaire. Sur Titan, la question des radiations, ce poison lent qui hante toutes les autres destinations, disparaît presque entièrement. Ajoutez une gravité faible, environ 1/7 de la gravité terrestre, proche de celle de la Lune, et une densité d'air supérieure à la nôtre, et vous obtenez un détail qui fait rêver tous les ingénieurs. Sur Titan, un être humain équipé d'ailes attachées aux bras pourrait, littéralement, voler par la seule force de ses muscles. Ce n'est pas une image poétique, c'est un calcul de portance tout à fait sérieux. Les habitants de Titan seraient le premier peuple volant de l'histoire humaine. Alors, où est le piège? Le piège tient en un chiffre, moins 179 degrés. C'est la température moyenne à la surface de Titan. Un froid si profond que l'eau y est dure comme du granit et en tient d'ailleurs le rôle. Sur Titan, les montagnes, les galets, le sable des dunes sont faits de glace d'eau, recouverts de poussières organiques orangées tombées du ciel. À cette température, c'est le méthane qui joue le rôle de l'eau. Il s'évapore des lacs, forme des nuages, tombe en pluie, creuse des rivières, remplit des mers. Car oui, Titan possède des lacs et des mers, les seules étendues liquides stables connues à la surface d'un autre monde. La plus grande, située près du pôle Nord,
est comparable en superficie à la mer Caspienne. Quand la sonde européenne Huygens s'est posée sur Titan en janvier 2005, après un voyage de 7 ans accroché à la mission Cassini, elle a photographié pendant sa descente des réseaux de rivières et des lignes de rivage, puis elle a atterri en douceur sur une plaine parsemée de galets de glace arrondis, apparemment façonnés par un liquide. C'est l'atterrissage le plus lointain jamais réussi par l'humanité, et les images ressemblent de façon troublante à un lit de rivière terrestre, baigné d'une lumière orange de fin de crépuscule. Cette lumière, parlons-en. Titan orbite à environ 1,5 milliard de kilomètres du Soleil, 10 fois plus loin que la Terre. La lumière y est environ 100 fois plus faible que chez nous, et l'épaisse brume orange en absorbe encore la majeure partie. À la surface, l'éclairement ressemble à celui d'un crépuscule avancé ou d'une pièce éclairée par une seule bougie lointaine. Il fait toujours l'équivalent d'une fin de soirée d'hiver, sous un plafond de brume uniforme d'où Saturne et ses anneaux, hélas, ne sont jamais visibles. Cela condamne l'énergie solaire, et c'est le deuxième grand problème de Titan avec le froid. Toute présence humaine devrait tirer son énergie d'ailleurs, vraisemblablement de réacteurs nucléaires. Mais ici, Titan sort un dernier argument, et il est stupéfiant, ce monde est une raffinerie à ciel ouvert. Le méthane et l'éthane de ses lacs, les dunes d'hydrocarbures qui couvrent son équateur, représentent des réserves de composés organiques supérieures, selon certaines estimations, à l'ensemble des réserves connues de pétrole et de gaz de la Terre. Il y manque l'oxygène pour les brûler, bien sûr, mais cet oxygène est enfermé en quantités illimitées dans la glace d'eau du sol. Énergie chimique, matériaux de construction, plastique, engrais azotés grâce à l'atmosphère, tout est là, à portée de forage, pour une civilisation qui saurait s'installer. Voilà pourquoi plusieurs auteurs et chercheurs considèrent sérieusement Titan comme la meilleure destination à long terme du système solaire externe, malgré la distance, environ 7 ans de voyage avec les trajectoires actuelles, et malgré le froid, qui imposerait des habitats chauffés en permanence et des combinaisons isolantes, plus proches des vêtements de plongée polaire que des scaphandres. La NASA en tout cas y retourne. Un drone à 8 rotors, de la taille d'une petite voiture, doit décoller en juillet 2028 et se poser sur Titan en 2034. Profitant de l'air dense et de la faible gravité, il volera de site en site, analysant la chimie organique de ce monde pour comprendre si les briques du vivant s'y assemblent, comme elles le firent jadis sur Terre. Ce sera la première machine volante à explorer méthodiquement un autre monde et peut-être l'éclaireuse de tous les rêves qui précèdent. Avant de quitter le système solaire, il reste une famille de mondes à évoquer, ne serait-ce que pour une raison. C'est là que se cache la majorité de l'eau liquide du système solaire. Pas sur Terre, autour de Jupiter et de Saturne, sous des carapaces de glace. Europe, lune de Jupiter à peine plus petite que la nôtre, cache sous une croûte gelée de quelques dizaines de kilomètres un océan d'eau salée global, profond peut-être de plus de 60 kilomètres, maintenu liquide par les marées gravitationnelles de Jupiter qui pétrissent l'intérieur de la Lune et le réchauffent. Cet océan contiendrait, à lui seul, environ 2 fois plus d'eau liquide que tous les océans terrestres réunis. En cela, petite lune blanche de Saturne fait mieux encore. Elle crache son océan dans l'espace. Des geysers jaillissent en permanence de fractures situées près de son pôle sud, et la sonde Cassini a traversé ces panaches à plusieurs reprises, y détectant de l'eau salée, des molécules organiques et de l'hydrogène, indice probable de sources hydrothermales au fond de l'océan caché, semblables à celles où, sur Terre, grouillent des écosystèmes entiers privés de soleil. Ganymède, Callisto et probablement d'autres lunes encore abritent elles aussi des couches d'eau liquide profonde. Le système solaire, que l'on croyait sec, ruisselle en secret. 2 missions majeures sont d'ailleurs en route en ce moment même pour étudier ces mondes. Une sonde européenne, lancée en 2023, arrivera autour de Jupiter au début de la prochaine décennie pour se consacrer aux lunes glacées et finira sa vie en orbite autour de Ganymède. Une sonde américaine, lancée en octobre 2024,
la plus grande jamais construite par la NASA pour une mission planétaire, arrivera vers 2030 et effectuera des dizaines de survols rapprochés d'Europe, scrutant sa glace au radar pour mesurer l'épaisseur de la croûte et chercher des poches d'eau proches de la surface. Mais soyons clairs sur un point, car la confusion est fréquente, ces mondes-là sont des cibles pour la recherche de la vie, pas pour l'installation de la nôtre. Habiter Europe est à peu près pour une raison qui tue dans l'œuf toutes les autres, les radiations. Europe orbite en plein cœur des ceintures de radiation de Jupiter, des zones où le champ magnétique géant de la planète piège et accélère des particules chargées en un déluge permanent. À la surface d'Europe, un être humain non protégé recevrait une dose mortelle en moins de 24 heures. Aucun autre endroit envisagé dans cette vidéo n'est aussi hostile de ce point de vue. Il faudrait vivre sous des mètres de glace ou de roches en permanence, sur un monde sans atmosphère, à moins 160 degrés, avec environ 25 fois moins de lumière solaire que sur Terre. Quant à s'installer dans les océans eux-mêmes, sous des kilomètres de banquise dans le noir absolu, c'est une idée que la science-fiction a explorée avec délice, mais qui n'appartient à aucun horizon technologique sérieux. Et il y a plus grave, si ces océans abritent une vie, même microbienne, y introduire nos machines et nos microbes serait peut-être le plus grand acte de vandalisme de l'histoire humaine. Nous y reviendrons, car cette question éthique pèsera sur tout notre avenir spatial. Faisons donc les comptes, car notre tour du système solaire s'achève. La Lune, un avant-poste possible, pas un foyer. Mars, des bases probables, des colonies peut-être, une seconde Terre jamais, du moins pas à échelle humaine de temps. Vénus, un sol interdit pour toujours, un ciel étrangement accueillant pour des cités flottantes encore purement théoriques. Titan, le candidat le plus complet sur le papier, protégé, riche en ressources, mais glacial, sombre et lointain. Les lunes glacées, des sanctuaires à étudier, pas des terres à peupler. Et partout, absolument partout, la même vérité nue. Nulle part dans le système solaire, un être humain ne pourra jamais retirer son casque ou sortir de sa bulle et simplement respirer. Le système solaire peut nous offrir des campements. Il ne nous offrira jamais un chez nous. Alors il faut lever les yeux plus haut, au-delà de Neptune, au-delà des comètes, vers ces points de lumière qui percent la nuit. Car si aucun monde de notre étoile ne peut nous accueillir, peut-être qu'un monde d'une autre étoile le pourrait. Pendant des millénaires, cette phrase relevait de la pure spéculation. Depuis 30 ans, elle relève de la science. Bienvenue dans l'ère des exoplanètes. Il faut mesurer à quel point cette révolution est récente. Lorsque vos grands-parents sont nés, l'humanité ne connaissait aucune, absolument aucune planète en dehors du système solaire. Leur existence semblait probable, presque évidente, mais rien ne la prouvait. Et certains scénarios de formation planétaire en vogue au début du XXe siècle en faisaient même des raretés cosmiques. Les toutes premières planètes extrasolaires ont été détectées au début des années 90, dans un endroit où personne ne les attendait, autour du cadavre d'une étoile explosée, un pulsar. Puis, en 1995, deux astronomes suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, ont annoncé depuis l'Observatoire de Haute-Provence la découverte de la première planète orbitant autour d'une étoile semblable au Soleil. Cette planète, une géante gazeuse serrée contre son étoile, au point d'en faire le tour en 4 jours, a fait voler en éclats toutes les certitudes sur la façon dont les systèmes planétaires se construisent. Cette découverte leur a valu le prix Nobel de physique, et elle a ouvert les vannes. Aujourd'hui, un peu plus de 30 ans plus tard, le compteur officiel dépasse les 6000 exoplanètes confirmées, et il grimpe chaque semaine. 6000 mondes, là où il n'y en avait aucun. Et les statistiques tirées de ces découvertes ont livré l'un des résultats les plus importants de toute l'histoire de l'astronomie. Les planètes ne sont pas l'exception, elles sont la règle. En moyenne, chaque étoile de notre galaxie possède au moins une planète. Notre Voie lactée compte plus de 100 milliards d'étoiles. Faites le calcul, des centaines de milliards de mondes rien que dans notre galaxie, elle-même perdue parmi des centaines de milliards d'autres galaxies. Comment trouve-t-on ces mondes, alors qu'aucun télescope ou presque ne peut les voir directement, noyés qu'ils sont dans l'éclat de leur étoile,
comme des lucioles collées contre des phares, essentiellement par deux méthodes, deux merveilles d'ingéniosité. La première est celle du transit. Quand une planète passe devant son étoile, vue depuis la Terre, elle en masque une fraction infime de la lumière. L'étoile clignote, imperceptiblement, avec une régularité d'horloge. En mesurant la profondeur et la fréquence de ces mini-éclipses, on obtient la taille de la planète et la durée de son année. C'est la méthode qu'a utilisée le télescope spatial Kepler, qui a surveillé pendant des années un champ de 150 000 étoiles et découvert à lui seul des milliers de planètes. La seconde méthode est celle des vitesses radiales. Une planète ne tourne pas autour d'une étoile immobile, elle fait légèrement tanguer son étoile, qui décrit un tout petit cercle. Ce tangage modifie de façon infime la couleur de la lumière de l'étoile, alternativement décalée vers le bleu, puis vers le rouge, et des spectrographes d'une précision hallucinante, capables de déceler des mouvements de l'ordre de la vitesse d'un être humain qui marche, parviennent à le mesurer à des dizaines d'années-lumière de distance. Cette méthode-là donne la masse. En combinant les deux, taille et masse, on obtient la densité et donc la nature du monde. Boule de gaz, boule de glace ou boule de roche, comme la Terre. Très vite, une notion s'est imposée dans cette chasse au monde, la zone habitable. L'idée est simple. Autour de chaque étoile existe une bande de distance où la température permettrait à de l'eau liquide d'exister à la surface d'une planète, si cette planète a une atmosphère convenable. Trop près, l'eau bout et s'échappe, c'est le destin de Vénus. Trop loin, elle gèle pour toujours, c'est le destin de Mars, du moins en surface. Entre les deux s'étend ce que les anglophones appellent joliment la zone boucle d'or, ni trop chaude, ni trop froide. La Terre orbite en plein milieu de celle du Soleil. Et la grande question des 30 dernières années a été: combien de planètes rocheuses orbitent dans la zone habitable de leur étoile? La réponse, tirée des statistiques du télescope Kepler, donne le vertige. Rien que dans notre galaxie, les estimations les plus prudentes parlent de centaines de millions de planètes de taille terrestre situées dans la zone habitable d'étoiles, semblables au Soleil ou un peu plus petites. Les estimations optimistes montent à plusieurs milliards. Autrement dit, les emplacements ne manquent pas. Statistiquement, des mondes tempérés, rocheux, arrosés de la bonne quantité de lumière, il en existe des multitudes. Mais, et c'est un mais fondamental, zone habitable ne veut pas dire habitable. Cela veut simplement dire situé à la bonne distance. Mars est dans la zone habitable du Soleil ou à sa lisière, et vous savez maintenant ce qu'il en est. La Lune est en plein cœur de la zone habitable, exactement à la même distance du Soleil que la Terre, et c'est un désert de vide. La bonne distance ne suffit pas. Il faut aussi la bonne masse pour retenir une atmosphère, la bonne atmosphère pour retenir la chaleur sans s'emballer, probablement un champ magnétique, de l'eau en quantité raisonnable, une étoile stable, et sans doute une liste de conditions que nous ne connaissons même pas encore. Alors, regardons de plus près quelques-unes des candidates les plus célèbres, celles dont vous avez peut-être croisé les noms, et demandons-nous honnêtement ce qu'elles valent. Commençons par la plus proche, et son histoire suffit à comprendre toute la difficulté du problème. L'étoile la plus proche du Soleil s'appelle Proxima du Centaure. C'est une naine rouge, une petite étoile discrète, environ 8 fois moins massive que le Soleil, si peu lumineuse qu'elle, et invisible à l'œil nu malgré sa proximité. Elle se trouve à 4,2 années-lumière de nous. Et en 2016, les astronomes ont découvert qu'elle possède une planète, Proxima b, d'une masse minimale à peine supérieure à celle de la Terre, et située, tenez-vous bien, dans la zone habitable de son étoile. La planète potentiellement tempérée la plus proche de la Terre est donc à notre porte, autour de la toute première étoile du voisinage. La nouvelle, à l'époque, a fait le tour du monde, et on la comprend. Mais approchons-nous. Parce que Proxima est une étoile très faible, sa zone habitable est collée contre elle, Proxima b orbite à environ 7,5 millions de kilomètres de son étoile, 20 fois plus près que la Terre ne l'est du Soleil, et son année dure 11 jours. À cette distance, les forces de marée de l'étoile
ont très probablement figé la rotation de la planète, comme la Terre a figé celle de la Lune. Proxima b présenterait donc toujours la même face à son Soleil. Un hémisphère de jour éternel, un hémisphère de nuit éternelle, et entre les deux, un anneau de crépuscule perpétuel. Ce n'est pas nécessairement rédhibitoire, une atmosphère épaisse pourrait redistribuer la chaleur, mais cela dessine un monde radicalement étranger à tout ce que nous connaissons. Et il y a bien pire. Les naines rouges comme Proxima sont des étoiles colériques. Leur intérieur entièrement brassé nourrit des champs magnétiques violents qui claquent en éruptions gigantesques. En 2017, les télescopes ont enregistré une éruption de Proxima si intense que l'étoile est brièvement devenue des dizaines de fois plus brillante. Pour une planète serrée à 7 millions de kilomètres, chaque colère de ce genre est un déluge de rayons X et de particules. Répétées sur des milliards d'années, ces éruptions ont très bien pu souffler l'atmosphère entière de Proxima b et stériliser sa surface, à moins qu'un champ magnétique puissant et une réserve de volatiles généreuse ne l'aient protégée. Personne ne le sait aujourd'hui. Proxima b est peut-être un monde océan tempéré sous un ciel rouge. Elle est peut-être un caillou nu et irradié. Les deux scénarios restent sur la table. Cette incertitude vaut pour presque toutes les découvertes les plus médiatisées, car l'ironie de la situation est que les naines rouges, qui représentent les 3/4 des étoiles de la galaxie, et autour desquelles il est plus facile de détecter des petites planètes, sont précisément les étoiles les plus turbulentes. Prenez le système le plus célèbre de tous, TRAPPIST-1, à environ 40 années-lumière, découvert grâce à un petit télescope belge avant d'être scruté par les plus grands observatoires du monde. Autour de cette étoile minuscule, à peine plus grosse que Jupiter, orbitent 7 planètes rocheuses de taille terrestre, 7, dont 3 ou 4 reçoivent une quantité d'énergie comparable à celle de la Terre. Le système entier est si compact qu'il tiendrait à l'intérieur de l'orbite de Mercure, et depuis l'une de ces planètes, les autres apparaîtraient dans le ciel plus grosses que notre pleine Lune, comme des mondes suspendus au-dessus de l'horizon. 7 terres potentielles autour d'une seule étoile. L'annonce, en 2017, a été l'un des grands moments d'émotion de l'astronomie moderne. Puis, le télescope spatial James Webb s'est penché sur le système et les premières nouvelles sont tombées, prudentes et un peu froides. Les deux planètes les plus internes, les plus faciles à mesurer, semblent dépourvues d'atmosphère épaisse. Leur surface paraît nue, cuite par l'étoile toute proche et par ses éruptions. Cela ne condamne pas les planètes plus lointaines du système, qui restent à étudier et pour lesquelles l'espoir demeure entier, mais cela confirme la crainte des théoriciens. Garder une atmosphère quand on vit collé à une naine rouge est un exploit, pas une évidence. Il faut citer encore 2 noms que vous avez peut-être entendus. Kepler 452b d'abord, surnommée à sa découverte en 2015 la cousine de la Terre. Une planète environ 60% plus grande que la nôtre, orbitant en 385 jours autour d'une étoile presque identique au Soleil, mais un peu plus vieille. Sur le papier, c'est la configuration la plus terrestre jamais trouvée. En pratique, elle se situe à environ 1400 années-lumière, si loin que l'on ne peut presque rien mesurer d'elle, ni sa masse, ni son atmosphère, et sa taille laisse même planer un doute. Les planètes de ce gabarit sont souvent des mini-mondes gazeux plutôt que des super-terres rocheuses. Et puis, il y a K218b, à environ 124 années-lumière, devenue célèbre ces dernières années. C'est une planète bien plus grande et plus massive que la Terre, autour de laquelle certains chercheurs imaginent un scénario fascinant. Un océan d'eau planétaire, sous une atmosphère d'hydrogène, un monde d'un type qui n'existe pas dans notre système solaire. En 2023, puis en 2025, une équipe a annoncé y avoir peut-être détecté des traces d'un gaz qui, sur Terre, n'est produit en quantité que par la vie marine. Les titres des journaux se sont enflammés, et il faut ici être d'une honnêteté absolue. Plusieurs équipes indépendantes ont réanalysé les mêmes données dans les mois qui ont suivi, et la plupart n'ont pas retrouvé le signal de façon convaincante. À l'heure actuelle, le consensus scientifique est que rien de biologique n'a été détecté sur K218b.
C'est une leçon précieuse. Dans cette quête, chaque annonce spectaculaire doit survivre au feu croisé des vérifications. Et très peu y survivent. La découverte d'une vie ailleurs sera probablement l'annonce la plus vérifiée de l'histoire des sciences, et c'est très bien ainsi. Alors, comment saura-t-on un jour qu'une exoplanète est réellement habitable, avant même de songer à s'y rendre? La réponse est en train de s'écrire sous nos yeux, et c'est l'une des plus belles pages de l'astronomie contemporaine. L'idée maîtresse s'appelle la spectroscopie d'atmosphère. Quand une planète passe devant son étoile, une infime partie de la lumière stellaire traverse, en rasant le bord du disque, la fine pellicule de son atmosphère, si elle en a une. Et chaque gaz présent dans cette atmosphère y laisse sa signature, en absorbant des couleurs bien précises, comme des empreintes digitales déposées sur la lumière. En décomposant cette lumière avec une précision extrême, on peut donc lire, à des dizaines ou des centaines d'années-lumière de distance, la composition chimique de l'air d'un monde que personne ne verra jamais autrement que comme un point. C'est exactement ce que fait le télescope spatial James Webb depuis son entrée en service. Et c'est déjà une prouesse qui aurait semblé de la magie il y a 30 ans. Il a mesuré de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, du méthane, des nuages et des vents dans les atmosphères de dizaines de planètes lointaines. L'étape suivante est plus ambitieuse encore et elle a un nom, les biosignatures. Certains cocktails de gaz, en effet, ne devraient pas exister ensemble sans être renouvelés en permanence. Le grand exemple est celui de notre propre planète. L'oxygène est un gaz si réactif qu'il devrait disparaître de l'atmosphère terrestre en quelques millions d'années, dévoré par les roches et les volcans, s'il n'était pas réinjecté sans relâche par la photosynthèse. Détecter dans l'atmosphère d'une exoplanète tempérée de l'oxygène en abondance, accompagné de méthane et de vapeur d'eau, constituerait un indice extraordinairement fort qu'une biosphère y travaille. Ce n'est pas encore à la portée de nos instruments pour de vraies jumelles de la Terre autour d'étoiles semblables au Soleil. Le signal est des milliers de fois trop faible. Mais les machines qui le pourront sont déjà sur les planches à dessin. Au sol, des télescopes géants de près de 40 mètres de diamètre sont en construction, dont un européen au sommet d'une montagne chilienne qui devrait ouvrir son œil avant la fin de la décennie. Et dans l'espace, l'agence américaine prépare pour les années 2040 un observatoire conçu dans ce but unique, un télescope dont le nom de projet dit tout, l'Observatoire des mondes habitables, capable de masquer la lumière d'une étoile pour photographier directement, à côté, le minuscule point bleu d'une éventuelle planète vivante. Il est donc tout à fait possible, et même vraisemblable, que la génération qui s'endort ce soir devant cette vidéo apprenne un jour, par un simple communiqué, qu'une planète située à 30 ou 50 années-lumière porte dans son air la marque probable de la vie. Ce jour-là, l'humanité saura qu'elle n'est pas seule, et elle saura aussi, avec une précision cruelle, à quel point ce monde frère restera hors de portée de ses vaisseaux. Le ciel deviendra à la fois plus habité et plus lointain. Voilà donc le paysage. Des mondes par milliers, des candidats tempérés par dizaines, des espoirs réels, des incertitudes immenses. Quelque part dans notre galaxie, il existe très probablement des planètes douces, océaniques, enveloppées d'atmosphères clémentes, peut-être même déjà vivantes. Les statistiques le crient. Mais entre savoir que ces mondes existent et pouvoir y poser le pied, il y a un gouffre. Et ce gouffre porte un nom, la distance. Il est temps de parler du plus grand obstacle de tous. Non pas la chaleur de Vénus, ni les radiations de Jupiter, ni le froid de Titan. L'espace lui-même. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année à près de 300 000 km par seconde. Cela représente environ 9 500 milliards de kilomètres. Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche, la toute première marche de l'escalier galactique, se trouve à 4,2 années-lumière, soit à peu près 40 000 milliards de kilomètres. Ces nombres ne veulent rien dire pour un cerveau humain, alors donnons-leur de la chair. Imaginez que la distance entre la Terre et le Soleil, 150 millions de kilomètres, soit réduite à 1 mètre, la longueur de vos deux mains écartées. À cette échelle, Neptune, la dernière planète,
se trouve à 30 mètres. Les sondes voyagées, les objets les plus lointains jamais lancés par l'humanité, après un demi-siècle de voyage, sont à environ 170 mètres. Et Proxima du Centaure? À cette même échelle, elle se trouve à environ 270 km. Tout ce que l'humanité a exploré en 70 ans d'ère spatiale tient dans un jardin. La première étoile est à l'autre bout du pays. Et encore, faut-il parler de vitesse. La sonde Voyager 1, lancée en 1977, file actuellement à environ 61 000 km/h, 17 km chaque seconde. C'est environ 20 fois plus rapide qu'une balle de fusil. À cette allure, si elle se dirigeait vers Proxima du Centaure, ce qui n'est pas le cas, elle mettrait plus de 70 000 ans à y parvenir. 70 000 ans, c'est plus de 10 fois toute l'histoire écrite de l'humanité, l'équivalent de plus de 2000 générations humaines qui se succéderaient à bord. La sonde la plus rapide jamais construite, une sonde solaire qui plonge vers notre étoile et utilise sa gravité, a frôlé les 700 000 km/h. Même à cette vitesse record, inatteignable pour un vaisseau habité avec nos technologies, le voyage vers Proxima durerait encore plus de 6000 ans. Voilà le mur. Il n'est pas fait de pierre, il est fait de temps. Peut-on percer ce mur? Les physiciens et les ingénieurs y réfléchissent très sérieusement et leurs pistes se rangent en deux grandes familles. La première consiste à aller beaucoup plus vite. Les fusées chimiques, celles qui portent toutes nos missions actuelles, ont atteint leur plafond. La chimie ne contient tout simplement pas assez d'énergie par kilogramme. Viennent ensuite les propulsions nucléaires, étudiées depuis les années 60, qui pourraient multiplier les vitesses par 10 ou par 100, et dont certaines versions, propulsion thermique ou fusion contrôlée, réduiraient le voyage interstellaire à quelques siècles. Puis il y a l'idée la plus audacieuse de notre époque, se passer complètement de carburant embarqué. Un projet dévoilé en 2016 par des scientifiques et des mécènes, avec le soutien du physicien Stephen Hawking, propose d'accrocher des sondes miniatures de la taille d'un timbre-poste et pesant à peine quelques grammes, à des voiles ultra minces de quelques mètres, puis de tirer sur ces voiles depuis la Terre avec une batterie de laser d'une puissance colossale. Poussées par la lumière elle-même, ces sondes atteindraient en quelques minutes le 1/5 de la vitesse de la lumière et rallieraient le système de Proxima du Centaure en une vingtaine d'années seulement. Le concept ne viole aucune loi de la physique, et les obstacles, quoique énormes, sont d'ordre technique. Mais notez bien ce que ce projet transporte. Quelques grammes d'électronique. Pas un être humain, pas un gramme d'être humain. Accélérer un vaisseau habité avec ses centaines de tonnes de coques, d'eau, de vivres et de blindage à une fraction de la vitesse de la lumière exigerait des quantités d'énergie comparables à la consommation de l'humanité entière pendant des années, voire des décennies. Ce n'est pas pour ce siècle et probablement pas pour le suivant. Alors, reste la deuxième famille de solutions. Si l'on ne peut pas raccourcir le voyage, il faut l'habiter. C'est l'idée du vaisseau générationnel, l'un des concepts les plus vertigineux jamais imaginés. Un vaisseau immense, une arche, un monde en miniature, avec ses fermes, ses écoles, ses cimetières, qui partirait vers une étoile en sachant que le voyage durera des siècles, voire des millénaires. Ceux qui embarquent savent qu'ils ne verront jamais la destination, leurs enfants non plus. Ce sont leurs très lointains descendants, à la 100e ou à la 1000e génération, qui poseront le pied sur le nouveau monde. Techniquement, un tel vaisseau pose des problèmes gigantesques. Il faudrait un écosystème artificiel parfaitement recyclé, capable de fonctionner sans aucun apport extérieur pendant des siècles, alors que notre meilleure tentative en la matière, une expérience de biosphère fermée, menée en Arizona au début des années 90, avec 8 personnes pour 2 ans seulement, a vu son taux d'oxygène chuter dangereusement au fil des mois, obligeant à en réinjecter depuis l'extérieur. Il faudrait une population de départ suffisante, plusieurs centaines de personnes au minimum, selon les études de génétique des populations, pour éviter la consanguinité sur le long terme. Il faudrait une société stable pendant des siècles dans un espace clos, sans échappatoire, alors qu'aucune institution humaine, aucun empire, aucune organisation,
n'a jamais fonctionné sans rupture sur une telle durée. Et il y a enfin la question morale, rarement posée mais incontournable. De quel droit condamne-t-on des générations entières qui n'ont rien demandé à naître, vivre et mourir dans un couloir métallique pour un projet décidé par leurs ancêtres? Les passagers du milieu du voyage n'auraient connu ni la terre ni la destination. Leur vie entière ne serait qu'une transition. Aucun comité d'éthique n'a jamais eu à trancher une question pareille, et il faut espérer qu'on se la posera sérieusement avant de souder la première coque. Certains imaginent contourner le problème par le sommeil, l'hibernation, la stase, ces caissons cryogéniques que le cinéma adore. La réalité est plus modeste. La médecine sait aujourd'hui plonger des patients en hypothermie thérapeutique pendant quelques heures ou quelques jours, et des études financées par les agences spatiales explorent des torpeurs prolongées de quelques semaines, inspirées de l'hibernation des ours pour des voyages vers Mars. Mais suspendre un corps humain pendant des décennies ou des siècles, arrêter puis relancer un cerveau sans dommage, personne ne sait le faire, ni ne sait si c'est seulement possible. Quant à la congélation véritable, elle détruit les cellules à grande échelle, et rien n'indique aujourd'hui qu'un organisme humain congelé puisse jamais être ramené. Ce sont des pistes de recherche légitimes, pas des solutions disponibles. Voilà pourquoi il faut le dire avec calme, mais avec netteté. Pour plusieurs siècles au moins, les exoplanètes resteront des destinations pour nos télescopes et, peut-être, pour nos sondes miniatures. Pas pour nos corps. L'humanité du XXIe siècle est comme un insulaire qui aperçoit d'autres îles à l'horizon, en pleine mer, sans posséder autre chose qu'une barque à rame. Les îles existent, elles sont réelles, on peut même en dresser la carte. Mais la traversée appartient à d'autres âges, et cela nous ramène, inévitablement, au monde de notre propre système solaire, avec leurs dômes et leurs galeries. Cela nous ramène aussi à un obstacle dont nous avons repoussé l'examen depuis le début de ce voyage, et qui est peut-être le plus intime de tous. Car à supposer même que le vaisseau existe, que la destination attende, il reste une inconnue. Nous, le corps humain lui-même. Est-ce qu'il peut seulement survivre, durablement, ailleurs que sur Terre? Sur cette question, nous ne sommes pas totalement démunis, car l'humanité mène depuis des décennies, presque sans y penser, une expérience unique, la Station spatiale internationale, habitée en permanence depuis novembre 2000. Plus d'un quart de siècle d'occupation ininterrompue, environ 150 années humaines cumulées de présence en orbite, des centaines d'astronautes suivis médicalement dans les moindres détails, avant, pendant et après leur mission. Et les résultats de cette expérience géante dessinent un tableau fascinant et préoccupant à la fois. Le corps humain, sorti de la Terre, commence à se défaire. Cela commence par les os. Privé de gravité, le squelette n'a plus rien à porter, et le corps, économe, cesse de l'entretenir. Un astronaute en apesanteur perd environ 1% de sa densité osseuse par mois dans les os porteurs, les hanches, les vertèbres, les fémurs. 1% par mois, c'est environ 10 fois plus rapide que la perte osseuse d'une personne âgée atteinte d'ostéoporose sur Terre. Les muscles suivent le même chemin, fondant malgré les 2 heures d'exercice quotidien obligatoires sur des machines de musculation spécialement conçues qui font partie du travail de tout astronaute au même titre que les expériences scientifiques. Le cœur lui-même, ce muscle qui n'a plus à pomper le sang contre la gravité, se déconditionne et change légèrement de forme. Les fluides du corps, qui ne sont plus tirés vers les jambes, remontent vers le torse et la tête, ce qui donne aux astronautes leur visage bouffi des premières semaines et, plus grave, comprime légèrement l'arrière de leurs yeux. Une proportion notable des astronautes de longue durée revient avec une vision durablement altérée, un syndrome que la médecine spatiale a identifié et qu'elle surveille de près sans savoir encore parfaitement le prévenir. Ajoutez un système immunitaire qui se dérègle, des virus dormants comme celui de la varicelle qui se réactivent, un sommeil perturbé par 16 levées de soleil par jour, et vous obtenez le portrait d'un organisme qui tient bon, mais qui lutte en permanence. Les records de durée donnent la mesure de ce que nous savons, et surtout de ce que nous ignorons.
Le record du plus long vol spatial d'un seul tenant appartient toujours à un médecin cosmonaute russe qui a passé 437 jours d'affilée à bord de la station Mir dans les années 90, 14 mois et demi, précisément pour démontrer qu'un aller vers Mars était physiologiquement envisageable. Il en est revenu fatigué, mais fonctionnel, et a tenu à sortir de sa capsule en marchant. Le record cumulé dépasse aujourd'hui 1100 jours en orbite, répartis sur plusieurs missions, soit plus de 3 années entières, d'une vie passée en absenteur. Une expérience célèbre a même comparé 2 frères jumeaux astronautes, l'un ayant passé près d'1 an dans l'espace pendant que l'autre restait au sol. Au retour, on a mesuré chez le voyageur des modifications de l'expression de milliers de gènes, dont la plupart, mais pas toutes, sont revenus à la normale dans les mois suivants. La conclusion générale de la médecine spatiale tient en une phrase. Un être humain entraîné et suivi peut survivre 1 à 3 ans en apesanteur et s'en remettre pour l'essentiel. Au-delà, c'est l'inconnu. Or, voici le point crucial, celui qui concerne directement notre question de ce soir. Tout ce savoir concerne l'apesanteur totale, zéro gravité, et la protection du champ magnétique terrestre, car la station spatiale orbite à seulement 400 km d'altitude, encore à l'abri de la bulle magnétique de notre planète. Sur la Lune, la gravité vaut 1/6 de celle de la Terre. Sur Mars, un peu plus d'1 tiers. Personne, absolument personne, ne sait si ces gravités partielles suffisent à entretenir un squelette, un cœur, un œil humain. Peut-être qu'1 tiers de gravité suffit et que les colons martiens vieilliront normalement. Peut-être que non, et que chaque année passée sur Mars détruira lentement leurs os, sans retour possible. C'est l'une des plus grandes inconnues de toute l'aventure spatiale, et il n'existe qu'un seul moyen de la lever. Y aller, y rester et mesurer. Il y a plus troublant encore, et il faut l'aborder avec délicatesse, car c'est la condition absolue de toute installation définitive, la reproduction. Une colonie qui ne peut pas avoir d'enfants n'est pas une colonie, c'est une mission longue. Or, sur ce sujet, la science ne dispose presque d'aucune donnée. Aucun être humain n'a jamais été conçu, porté ou mis au monde ailleurs que sur Terre. Des expériences sur des animaux et des cellules en orbite, poissons, salamandres, rongeurs, embryons précoces, donnent des résultats partiels et parfois contradictoires. Certaines étapes du développement semblent se dérouler normalement en apesanteur, d'autres montrent des anomalies. Une grossesse humaine sous radiations cosmiques accrues et sous gravité réduite, le développement du squelette d'un fœtus qui n'a jamais connu son poids, l'équilibre d'un enfant qui apprendrait à marcher sous 1 tiers de gravité, la croissance de son cœur, de ses yeux, de son oreille interne, autant de pages entièrement blanches. Elles ne se rempliront que le jour où des familles vivront là-haut, et ce jour-là, les premières naissances extraterrestres seront à la fois un événement immense et, disons-le honnêtement, une expérimentation sur des êtres qui n'auront pas consenti. La médecine spatiale de la fin de ce siècle aura des questions éthiques d'une ampleur inédite à affronter. Et puis, il y a les radiations, ce fil rouge de toute notre histoire qu'il faut maintenant regarder en face. Hors de la bulle magnétique terrestre, l'espace est parcouru par 2 menaces distinctes. Les éruptions solaires, d'abord, brutales, occasionnelles, prévisibles à quelques heures près, elles peuvent délivrer en 1 jour des doses dangereuses, mais on peut s'en protéger avec un abri blindé au cœur du vaisseau ou de la base, où l'équipage se réfugie le temps que passe l'orage. Le rayonnement cosmique galactique, ensuite, est d'une autre nature, un crachin permanent de noyaux atomiques accélérés par des supernovas lointaines, si énergétiques qu'aucun blindage raisonnable ne les arrête complètement. Pire, quand ces particules frappent les parois d'un vaisseau, elles se brisent en gerbes de particules secondaires qui peuvent être plus nocives que le rayon initial. Contre ce crachin, pas d'abri, seulement du cumul. Chaque mois passé dans l'espace profond additionne sa petite dose, use l'ADN, augmente les probabilités de cancer et, selon des études plus récentes sur les rongeurs, pourrait affecter les tissus cérébraux et cardiovasculaires. Les agences spatiales fixent des plafonds de carrière à leurs astronautes
précisément pour contenir ce risque. Un aller-retour martien avec séjour consommerait une bonne partie du plafond d'une vie entière. Les habitats de surface, on l'a vu, se protègent en s'enterrant. Mais les voyageurs, eux, voyageront dans le crachin. Et il manque encore une pièce au tableau, la plus difficile à mesurer avec des instruments, l'esprit. Car un colon spatial n'est pas seulement un squelette et un ADN, c'est une personne, enfermée pour des années dans quelques centaines de mètres carrés, avec les mêmes visages, les mêmes odeurs, les mêmes couloirs, sous une menace mortelle permanente et invisible. Sur ce terrain-là aussi, l'humanité a commencé à s'entraîner et les résultats méritent d'être racontés. Au début des années 2010, une expérience restée fameuse a enfermé 6 volontaires pendant 520 jours, la durée d'une mission martienne complète, dans une maquette de vaisseau posée dans un hangar de Moscou, avec délai de communication simulé et sortie sur une fausse plaine martienne. Tous ont tenu jusqu'au bout, mais les études publiées ensuite ont documenté ce que les psychologues redoutaient, des troubles du sommeil croissants, un repli progressif, une léthargie gagnant une partie de l'équipage au fil des mois, comme une hibernation psychique. D'autres expériences du même genre, dans des dômes isolés sur les pentes d'un volcan hawaïen ou dans des stations polaires, ont confirmé le tableau et lui ont donné un nom déjà utilisé par les hivernants de l'Antarctique. Le syndrome de l'hivernage, ce mélange d'irritabilité, de morosité et de brouillard mental qui s'installe quand l'environnement ne change jamais et que le secours est impossible. La station antarctique franco-italienne Concordia, où une quinzaine de personnes passent chaque année 9 mois coupées du monde, dans la nuit polaire, à des températures extérieures dignes de Mars, sert d'ailleurs officiellement de laboratoire à l'Agence spatiale européenne pour étudier ses effets. On y a observé que le simple fait de savoir qu'aucune évacuation n'est possible change la psychologie d'un groupe en profondeur. Or, c'est exactement la situation martienne, en pire. Les hivernants de Concordia savent que le soleil reviendra dans quelques mois. Les Martiens sauront que dehors, le soleil est déjà là et qu'il ne sert à rien. Rien de tout cela n'est rédhibitoire, les équipages tiennent, les missions s'accomplissent et l'espèce humaine a démontré des capacités d'endurance stupéfiantes, des navigations polynésiennes aux hivernages polaires. Mais les psychologues de l'espace le répètent. Sur une mission de plusieurs années, le facteur humain n'est pas un détail à côté de la technique. Il est le cœur du système et le plus fragile de ses composants. Alors, que conclure de ce chapitre intime? Que le corps humain n'est pas un passager neutre que l'on déplace de monde en monde comme un colis. Il est lui-même un écosystème terrestre, une petite terre portative, calibrée par 4 milliards d'années d'évolution pour une gravité précise, une pression précise, un cocktail de radiation précis. L'éloigner de sa planète, c'est l'éloigner de lui-même. Cela ne veut pas dire que l'installation ailleurs est impossible. Cela veut dire qu'elle changera ceux qui la tenteront. Et si un jour des générations entières naissent et grandissent sur Mars, sous une gravité hautière et une lumière plus pâle, leurs corps s'adapteront lentement, génération après génération, comme s'adaptent toutes les formes de vie. Leurs os, leurs cœurs, leurs silhouettes divergeront des nôtres. Certains biologistes n'hésitent pas à le dire. À très long terme, coloniser d'autres mondes, c'est accepter que l'humanité cesse d'être une seule espèce. Les enfants des étoiles ne seront plus tout à fait nos semblables. Ils seront nos descendants, ce qui est différent et peut-être plus beau. Avant de refermer notre inventaire, il reste une possibilité à explorer et elle mérite qu'on s'y attarde, car elle renverse complètement la question de départ. Depuis le début de ce voyage, nous cherchons une planète. Mais qui a dit que l'humanité avait besoin d'une planète? Après tout, une planète n'est qu'un support. Ce que nous cherchons vraiment, c'est une gravité, une pression, un air, une chaleur, une protection. Et si l'on pouvait fabriquer tout cela de toutes pièces, sans planète du tout? L'idée n'est pas nouvelle, et elle a été formulée avec une rigueur étonnante dès les années 70 par un physicien de l'université de Princeton, Gerard O'Neill. Avec ses étudiants, il s'était posé une question d'apparence innocente.
Est-ce que la surface d'une planète est vraiment le meilleur endroit pour une civilisation technologique en expansion? Et leur réponse, calcul à l'appui, fut non. Leur proposition, devenue légendaire, porte aujourd'hui son nom, les cylindres d'O'Neill. Imaginez deux immenses cylindres jumeaux, de plusieurs kilomètres de diamètre et de quelques dizaines de kilomètres de long, tournant lentement sur eux-mêmes dans l'espace. Cette rotation plaque tout ce qui se trouve sur la paroi intérieure vers l'extérieur. C'est la force centrifuge, celle qui vous colle au siège d'un manège. Réglez la vitesse de rotation correctement, environ un tour toutes les 2 minutes pour un grand cylindre, et cette force vaut exactement une gravité terrestre. À l'intérieur, on aménage alors un paysage, des bandes de terrain alternant avec de longues fenêtres, de la terre rapportée, des rivières, des forêts, des villages, des nuages se formant dans l'axe central où la gravité s'annule. Le soleil, réfléchi par des miroirs extérieurs, y fait alterner le jour et la nuit. Dans un tel habitat, on vit sous une gravité complète, protégé des radiations par l'épaisseur du sol et de la structure, sous un climat entièrement choisi. Ni le froid de Mars, ni l'acide de Vénus, ni la nuit de Titan, un morceau de terre, cousu main, flottant dans l'espace. Ce qui frappe quand on se replonge dans ces études anciennes, c'est leur sérieux. O'Neill et ses successeurs avaient chiffré les structures, les matériaux, les contraintes mécaniques, et rien, absolument rien dans la physique, ne s'oppose à de telles constructions. Les contraintes sur les matériaux d'un cylindre de quelques kilomètres de diamètre restent dans le domaine de l'acier et des composites existants. La lumière, l'énergie solaire, est disponible en continu et en abondance. Et la matière première ne manque pas. Plutôt que de tout lancer depuis la Terre, ce qui serait ruineux, les matériaux viendraient de la Lune ou des astéroïdes, dont un seul, de taille modeste, contient de quoi bâtir des surfaces habitables considérables. Les partisans de cette vision aiment d'ailleurs retourner l'argument des planètes. Une planète, disent-ils, est une très mauvaise affaire. L'essentiel de sa masse est enfoui sous vos pieds, inaccessible, et ne sert qu'à générer la gravité qui vous empêche d'en partir. Un habitat artificiel, lui, utilise chaque tonne de matière utilement. En démantelant progressivement les petits corps du système solaire, on pourrait, disent les calculs les plus vertigineux, créer des surfaces habitables totales des milliers de fois supérieures à celles de la Terre. L'avenir de l'humanité, dans cette vision, n'est sur aucune planète. Il est partout entre elles. Il faut évidemment redescendre d'un cran. Le plus grand objet jamais assemblé par l'humanité dans l'espace, la Station spatiale internationale, mesure 100 de mètres et pèse plus de 400 tonnes. Il a fallu plus de 10 ans et des dizaines de lancements pour la construire, et elle abrite en général 7 personnes. Un cylindre d'O'Neill de première génération, c'est des millions de tonnes et des dizaines de milliers d'habitants. Entre les deux, il y a un facteur 10 000 et des industries entières qui n'existent pas encore. Mines d'astéroïdes, métallurgie en apesanteur, chantiers du spatiaux autonomes, écosystèmes fermés fiables sur des décennies, ce dernier point étant, on l'a vu avec l'expérience de biosphère en Arizona, peut-être le plus difficile de tous. Aucun habitat tournant, même petit, même expérimental, n'a encore jamais été construit. Mais notez la différence de nature avec la terraformation. Terraformer Mars exige de la matière qui n'existe plus et des durées qui dépassent les civilisations. Construire des habitats est une affaire d'échelle industrielle, pas de miracle. C'est une pente que l'on peut gravir marche après marche, en commençant petit une station tournante pour quelques dizaines de personnes, puis plus grand encore. Beaucoup de spécialistes pensent aujourd'hui que si des millions d'êtres humains vivent un jour hors de la Terre, ce sera davantage dans des structures de ce genre que sur la surface poussiéreuse d'une planète hostile. Et cette perspective éclaire différemment tout ce que nous avons vu, car elle suggère que la bonne question n'est peut-être pas « quelle planète pourrons-nous habiter ?» mais « que sommes-nous prêts à construire et pourquoi faire ?» Et cela nous amène au dernier chapitre de notre voyage, celui qui ne parle plus de physique ni d'ingénierie, mais de choix. Admettons que tout devienne possible. Faut-il le faire? Et comment?
La première question éthique est déjà sur la table des agences spatiales et elle porte un nom officiel, la protection planétaire. Depuis le traité international de l'espace, signé en 1967, les nations se sont engagées à éviter la contamination nuisible des autres mondes. Concrètement, chaque sonde qui part vers Mars ou vers les lunes glacées est assemblée en salle stérile, décontaminée et parfois délibérément détruite en fin de mission, précipitée dans Jupiter ou dans Saturne, pour éviter qu'elle ne s'écrase un jour sur Europe ou sur Encelade en y déposant des microbes terrestres. Pourquoi tant de précautions? Parce que la question de savoir si la vie existe ailleurs est peut-être la plus importante jamais posée par notre espèce et qu'une seule contamination pourrait la rendre à jamais indécidable. Imaginez que l'on découvre des microbes sur Mars après y avoir installé des colonies. Comment savoir s'ils sont martiens ou simplement des passagers clandestins terrestres ayant proliféré? Or, voici le dilemme. Et il est insoluble, un être humain ne peut pas être stérilisé. Chacun de nous transporte en permanence des dizaines de milliers de milliards de bactéries dans son intestin, sur sa peau, dans chaque recoin de son corps. Le jour où le premier être humain posera le pied sur Mars, la contamination commencera, quoi qu'on fasse. C'est pourquoi de nombreux scientifiques plaident pour que l'exploration robotique approfondie précède largement toute colonisation. Il faut répondre à la question de la vie martienne avant que nos microbes ne brouillent l'enquête pour toujours. La fenêtre est étroite et elle se referme à mesure que les projets d'exploration habitée avancent. Derrière cette question technique s'en cache une plus profonde. Si nous découvrons un jour une vie ailleurs, même infime, même microbienne, quelle valeur lui accorderons-nous? Est-ce qu'une planète qui porte ses propres microbes est une terre à conquérir, ou le berceau d'une autre histoire du vivant, engagée dans sa propre évolution, qui a autant de légitimité que la nôtre à dérouler ces milliards d'années? Stériliser une biosphère naissante pour y installer nos serres serait un acte dont la gravité dépasse tout ce que notre espèce a commis. À l'inverse, si Mars est stérile, morte depuis toujours ou depuis des milliards d'années, alors beaucoup jugeront que la faire revivre, y répandre la vie terrestre, serait au contraire le plus beau geste possible, une graine plantée dans le désert cosmique. Entre ces deux visions, il n'y a pas de réponse scientifique. Il y a un choix de civilisation que nos descendants devront faire et qu'il serait sage de commencer à débattre dès maintenant, tant qu'il est encore théorique. Et puis, il y a l'argument que vous avez forcément entendu, celui qui revient dans chaque débat sur la colonisation spatiale, l'assurance vie. Ne pas garder tous nos œufs dans le même panier. La Terre, rappellent les partisans de l'expansion, reste vulnérable. Un astéroïde géant, une éruption supervolcanique, une pandémie, une guerre, et l'unique berceau de l'humanité pourrait devenir son unique tombeau. Une deuxième humanité, sur Mars ou dans des habitats spatiaux, garantirait que la lumière ne s'éteigne pas. Le physicien Stephen Hawking lui-même a défendu cette idée avec force dans ces dernières années, appelant l'humanité à essaimer parmi les étoiles pour assurer sa survie. L'argument est puissant et il serait malhonnête de le balayer. Mais il faut aussi entendre sa contrepartie, formulée par de nombreux scientifiques, le danger de la Libye. Car si Mars devient la solution de repli, même lointaine, même symbolique, alors le soin de la Terre peut paraître moins urgent. Et c'est un contresens absolu que tout ce voyage a démontré. Il n'existe aucun scénario, aucun, dans lequel Mars ou la Lune ou Titan seraient plus hospitaliers qu'une Terre même abîmée. Une Terre frappée par le pire réchauffement climatique imaginable, une Terre après une guerre nucléaire, une Terre balafrée par un impact d'astéroïdes, resterait incomparablement plus vivable que le meilleur jour de la plus douce des planètes de rechange. Elle aurait encore son oxygène, sa pression, sa gravité, son eau, sa vie enfouie prête à repartir. Réparer la Terre sera toujours, et de très loin, plus facile que d'en construire une autre. L'expansion spatiale peut être une assurance et une aventure magnifique. Elle ne sera jamais une échappatoire. Il reste pourtant une raison, une seule, pour laquelle la question de ce soir n'est pas un simple exercice de curiosité et pour laquelle elle finira, tôt ou tard, par se poser pour de vrai. Cette raison, c'est le temps. Le temps long, le temps des étoiles.
car la Terre elle-même, notre irremplaçable Terre, n'est pas éternelle. Et ce n'est pas une menace lointaine et vague, c'est de l'astrophysique de manuel, aussi solide que la trajectoire d'une planète. Notre Soleil est une étoile en pleine santé, à peu près à mi-parcours de sa vie. Mais les étoiles comme lui ont une particularité. Elles brillent de plus en plus fort en vieillissant. À mesure que l'hydrogène de son cœur se transforme en hélium, le Soleil se réchauffe lentement d'environ 10% de luminosité par milliard d'années. C'est imperceptible à l'échelle d'une civilisation et cela n'a rigoureusement rien à voir avec le changement climatique actuel qui est un phénomène humain et rapide. Mais sur les échelles géologiques, c'est une condamnation. Dans 1 milliard d'années environ, peut-être un peu plus, la luminosité solaire aura suffisamment augmenté pour faire évaporer les océans terrestres et emballer l'effet de serre. La Terre suivra alors, à sa manière, le chemin de Vénus. Et dans environ 5 milliards d'années, le Soleil, à court de carburant, gonflera en géante rouge, dévorant Mercure, Vénus et vraisemblablement la Terre elle-même, ou la laissant en tout cas carbonisée à sa surface. Ce jour-là, tout ce qui n'aura pas quitté ce monde disparaîtra avec lui. 1 milliard d'années, cela peut sembler une éternité, et c'en est une. C'est 15 fois plus de temps qu'il ne s'en est écoulé depuis la disparition des dinosaures, plus de 3000 fois l'existence entière de notre espèce. Il est parfaitement possible, et même statistiquement probable, que l'humanité telle que nous la connaissons n'existe plus depuis très longtemps quand l'échéance arrivera, remplacée par ses descendants ou par rien. Mais le principe demeure, et il est philosophiquement immense. Si une intelligence issue de la Terre veut durer, vraiment durer, à l'échelle de l'univers, alors quitter ce monde n'est pas une option parmi d'autres. C'est à très long terme la seule issue. La question du titre de cette vidéo n'est donc pas seulement « est-ce que nous pourrons ?». C'est aussi, en dernière analyse, une question de calendrier. Quand devrons-nous ? Et la réponse tient en une bonne nouvelle. Le délai est si vaste que nous avons tout le temps, des millions de siècles, pour apprendre à le faire bien. Alors, à quoi pourrait ressembler ce long apprentissage ? Personne ne connaît l'avenir et l'histoire des prédictions technologiques invite à une humilité totale. On annonçait des bases martiennes pour les années 80 et des voitures volantes pour l'an 2000. Mais on peut au moins esquisser, prudemment, la pente la plus plausible, celle que dessinent les programmes réellement engagés et la physique réellement connue. Les prochaines décennies, d'abord, appartiendront à la Lune. Le retour d'équipage sur sa surface est planifié, financé, en cours d'essai, et la suite logique, celle que préparent ouvertement les agences américaines, chinoises et leurs partenaires, et une succession de séjours de plus en plus longs, puis des modules d'habitation permanents près du pôle sud, alimentés par la glace des cratères. Vers le milieu du siècle, il n'est pas déraisonnable d'imaginer sur la Lune l'équivalent de ce que sont aujourd'hui les stations antarctiques. Quelques dizaines de personnes en rotation, des scientifiques et des techniciens, personne n'y faisant sa vie, mais une présence humaine continue sur un autre monde pour la première fois de l'histoire. Mars viendra ensuite, et probablement plus lentement que ne l'annoncent les calendriers les plus enthousiastes, car chaque difficulté de la Lune s'y retrouve multipliée par la distance et par l'impossibilité de tout secours rapide. Les premières empreintes de pas martiennes appartiennent peut-être à la seconde moitié de ce siècle. Les premières bases permanentes, si elles voient le jour, ressembleront à ce que nous avons décrit, des modules enterrés, des serres, quelques dizaines puis quelques centaines d'occupants, vivant une vie exigeante, confinée, réglée par les machines qui les maintiennent en vie. Peut-être qu'au fil du temps, ces bases grandiront en villages souterrains avec les premières naissances hors de la Terre, les premières générations d'êtres humains qui appelleront un autre monde leur maison et pour qui la Terre sera une étoile bleue dans le ciel du soir, la planète des ancêtres. Peut-être aussi que l'expérience révélera des obstacles rédhibitoires, la gravité insuffisante, les radiations, l'usure psychologique, et que Mars restera pour longtemps ce qu'est aujourd'hui l'Everest, un lieu que l'on visite au prix d'efforts immenses et où personne ne reste. Au-delà s'ouvrent les horizons du siècle prochain et des suivants,
ceux dont nous avons dessiné les contours. Les premières stations tournantes à gravité artificielle, d'abord modestes, autour de la Terre puis ailleurs. L'industrie des astéroïdes, qui changerait toutes les équations en libérant la construction spatiale de la pesanteur terrestre. Peut-être, un jour, des dirigeables d'exploration dans les nuages de Vénus, des avant-postes sur les lunes de Saturne, des oasis sous aérogel dans les cratères martiens. Chaque étape rendra la suivante moins folle. Aucune ne demandera de miracle, seulement de la constance, cette denrée si rare. Et quelque part au bout de ce chemin, dans un futur trop lointain pour nos yeux, si la constance tient, viendront les grandes arches, les habitats-mondes, et peut-être les premiers départs vers d'autres étoiles, emportant des générations de voyageurs ou, plus subtilement, des embryons endormis, des bibliothèques génétiques, des graines d'humanité confiées au temps. Ce ne sera plus notre histoire, ce sera celle de nos descendants s'ils la choisissent. Mais revenons à notre époque et à notre question, car il est temps d'y répondre. Est-ce que l'humanité pourra habiter une autre planète? Vous le voyez maintenant. Tout dépend du sens que l'on donne au mot « habiter ». Si habiter signifie survivre, alors la réponse est oui, presque certainement, et probablement de votre vivant pour la Lune. Des êtres humains vivront sur d'autres mondes, dans des abris pressurisés, en nombre d'abord infime, puis croissant. Et ce sera l'un des plus grands accomplissements de notre espèce. Si habiter signifie s'établir, fonder des communautés durables, y faire naître des enfants, alors la réponse est peut-être dans un siècle ou deux, si la gravité partielle le permet, si les radiations sont maîtrisées, si la volonté politique et économique tient sur des générations, autant de conditions qui ne dépendent plus de la physique, mais de nous. Mais si habiter signifie ce que ce mot veut vraiment dire pour vous, ce soir, dans votre lit, à savoir vivre quelque part sans y penser, sortir sous le ciel sans machine, respirer sans compter, boire l'eau qui tombe des nuages, alors la réponse honnête de la science, aujourd'hui, est non, nulle part. Aucun monde connu ne l'offre, aucune technologie envisagée ne peut le fabriquer, et rien à l'horizon d'1 ou 2 siècles ne changera ce verdict. Dans tout l'univers exploré, il n'existe qu'un seul endroit où un être humain peut vivre nu sous les étoiles. Vous y êtes. Et pourtant, avant de conclure, offrons-nous un dernier détour, le plus doux de tous. Car s'il est vrai que ces mondes ne seront jamais des foyers au sens plein, ils offriraient à leurs habitants des spectacles qu'aucun être humain n'a encore contemplés de ses yeux, et il serait injuste de terminer sans les évoquer. Fermez les yeux un instant et imaginez. Imaginez le soir sur Mars. Vous êtes dans un module d'observation, derrière une vitre épaisse, au terme d'une journée de travail dans les serres. Dehors, le vent, trop ténu pour être entendu, fait courir des filets de poussière sur la plaine. Le soleil descend vers l'horizon, plus petit que sur Terre, d'un tiers environ. Et voici la surprise que les rovers ont photographiée, et qui étonne toujours, le coucher de soleil martien et bleu. Sur cette planète rouge, la poussière en suspension diffuse la lumière à l'envers de notre atmosphère. Le ciel de midi est couleur caramel, beurre et rouille. Mais autour du soleil couchant, s'épanouit un halo d'un bleu froid et délicat qui s'éteint lentement dans le noir. Puis, les étoiles s'allument, les mêmes que les vôtres, exactement les mêmes constellations, car quelques centaines de millions de kilomètres ne changent rien au dessin du ciel profond. 2 petites lunes difformes, Phobos et Deimos, traversent la nuit, si vite pour la première qu'on la voit bouger, se levant à l'ouest pour se coucher du côté opposé 2 fois par jour. Et parfois, avant l'aube ou après le crépuscule, un point brillant, bleuté, accompagné d'un point plus faible juste à côté. La Terre et la Lune, vues de Mars. Toute l'histoire humaine, toutes les villes, tous les océans, toutes les personnes que vous avez aimées, tenant ensemble dans une tête d'épingle lumineuse posée sur l'horizon. Les premiers Martiens regarderont ce point chaque soir, et l'on peut parier que ce sera le rituel le plus sacré de leur monde. Imaginez le jour sans fin des cités de Vénus, si elles existent un jour, une mer de nuages d'un blanc doré à perte de vue, sous un ciel indigo, des habitats sans grappes dérivant dans un vent tiède, faisant le tour de la planète en quelques jours,
si bien que le soleil ne se couche que très lentement, sur des dizaines d'heures, dans des embrasements que nul n'a jamais vus. Imaginez le crépuscule perpétuel de Titan, cette lumière orange et tamisée de fin du monde paisible, la pluie de méthane tombant au ralenti dans la gravité faible, en grosses gouttes paresseuses, sur des lacs si calmes, en l'absence de vent fort, que leur surface est plus lisse qu'un miroir. Imaginez, depuis une station tournante, la terre entière remplissant la baie vitrée, bleue, marbrée, lente, avec ses orages qui scintillent la nuit comme des lucioles sous les nuages. Aucun de ces spectacles ne vaut une prairie au printemps. Mais ils disent quelque chose d'important. Même exilée dans ses bulles et ses galeries, l'humanité n'irait pas là-bas seulement pour survivre. Elle irait aussi pour voir. Elle a toujours marché pour voir. Et c'est peut-être en voyant, justement, qu'elle a appris la leçon la plus importante de toute cette histoire. En février 1990, la sonde Voyager 1, ayant dépassé toutes les planètes, s'est retournée une dernière fois vers l'intérieur du système solaire, à la demande de Carl Sagan, pour prendre une ultime série de photographies avant d'éteindre ses caméras pour toujours. Sur l'une de ces images, prise à environ 6 milliards de kilomètres, la Terre apparaît. Elle occupe moins d'un pixel. Un grain de poussière pâle et bleutée, suspendu dans un rayon de lumière solaire, perdu dans l'immensité noire. Sagan a consacré à cette image des pages devenues célèbres, où il rappelait simplement que tout ce que l'humanité a jamais été s'est déroulé sur ce point minuscule, et que rien, dans toute cette obscurité, ne laissait deviner qu'un secours viendrait d'ailleurs. Plus de 35 ans de découvertes plus tard, des milliers d'exoplanètes plus tard, cette intuition n'a fait que se renforcer. Nous avons cherché partout une autre Terre. Nous avons trouvé des fournaises, des déserts irradiés, des abîmes de glace, des mondes magnifiques et impossibles. Et à chaque découverte, ce petit point bleu pâle est devenu un peu plus précieux. Voilà le paradoxe final, et il est splendide. La plus grande découverte de la quête des autres mondes, c'est le nôtre. Chaque sonde envoyée vers Vénus nous a appris quelque chose sur notre climat. Chaque forage martien nous a rappelé la valeur d'une goutte d'eau liquide. Chaque exoplanète stérilisée par son étoile nous a montré combien notre situation est rare, non pas forcément unique dans la galaxie, les nombres sont trop grands pour cela, mais rares, précieuses, et pour ce qui nous concerne, irremplaçables dans tout rayon accessible. La Terre n'est pas le point de départ de l'aventure spatiale. Elle en est, jusqu'à preuve du contraire, le trésor central. Un vaisseau spatial parfait, doté d'un bouclier magnétique, d'un recyclage intégral de l'air et de l'eau, d'une gravité idéale, d'une réserve de vivres autorégénérantes et d'un équipage de 8 milliards de personnes, voguant autour de son étoile depuis 4 milliards et demi d'années, sans une seule panne fatale. Nous cherchions une planète de rechange. Nous sommes déjà à bord de la meilleure qui existera jamais à notre portée. Alors, est-ce que l'humanité pourra habiter une autre planète? Oui, elle campera sur d'autres mondes, et sans doute bientôt. Oui, elle y bâtira, elle y naîtra peut-être, elle y inventera des vies que nous ne pouvons pas imaginer. Non, elle ne trouvera nulle part, ni dans ce système solaire, ni probablement à des dizaines d'années-lumière à la ronde, un monde qui l'accueille comme celui-ci l'accueille, gratuitement, depuis toujours. Et c'est peut-être très bien ainsi, car cette réponse ne referme pas l'horizon, elle le remet à sa place. L'espace reste ouvert, immense, offert à la curiosité de nos descendants pour les millions d'années à venir. Mais le foyer, lui, est ici. Il a toujours été ici. Il sera encore là demain matin, avec sa gravité parfaitement réglée, qui vous tient doucement contre votre matelas, son atmosphère d'1 kg par centimètre carré qui veille sur votre sommeil, son champ magnétique qui monte la garde dans le silence, et son étoile calme qui, dans quelques heures, se lèvera exactement comme prévu. Vous vivez sur la plus belle planète connue de l'univers. Vous pouvez fermer les yeux tranquilles. Elle tourne, elle protège, elle continue. Et quelque part au-dessus de votre toit, dans le grand noir paisible, des milliards de mondes attendent, patients, que l'humanité vienne un jour leur rendre visite, sans jamais cesser d'appeler celui-ci sa maison.
Bonne nuit.